Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Chef d'entreprise, le format du vendredi où on explore les coulisses business de la gastronomie. Aujourd'hui, on ouvre un chapitre un peu particulier parce que je reçois un acteur qui n'est pas un chef, pas un restaurateur, mais quelqu'un qui a à voir avec la manière dont des millions de personnes choisissent, réservent et se rendent finalement au restaurant. Damien Rodière, directeur général de The Fork France. Et ça tombe bien parce que c'est un invité qui a un rapport très précis à la mission de son entreprise, aider les gens à trouver le bon restaurant au bon moment, faciliter une rencontre entre un client qui cherche un souvenir et un restaurateur qui essaie de le créer. The Fork, c'est un outil qui alimente chaque mois des millions de personnes, des milliers de restaurateurs, un écosystème où les avis, les photos, les menus deviennent de la matière vivante, parfois inconfortable, souvent utile, pour aider les maisons à progresser, pour transformer une recherche en réservation et une réservation en fidélité. Damien raconte aussi l'envers du décor, les restaurateurs qui se sont d'abord sentis bousculés par les avis, cette culture numérique qu'ils ont dû apprivoiser et tout le travail fait pour rendre l'information digeste, pertinente, inspirante. Et puis, derrière son poste, forcément, sur Chef, vous le savez, c'est ce qu'on va chercher, il y a l'histoire et la fibre de l'homme finalement. Un enfant du sud-ouest, de Dax, élevé autour de la table familiale, un amoureux des férias, un garçon qui a longtemps cherché ce qu'il voulait faire, qui se découvre un talent pour la vente, presque par accident, qui passe par l'ingénierie, un stage dans les vignes du Nebraska, un autre dans les antennes télécom, puis la tech, puis le conseil, puis The Fork. Un parcours qui n'a rien de linéaire, mais qui dit très bien la curiosité, les virages et les bifurcations qui construisent un dirigeant. Je m'appelle David Ordonneau, vous écoutez Chef d'entreprise. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner au podcast Chef pour ne louper aucun de nos contenus, comme celui-ci donc dédié à l'entrepreneuriat, mais aussi les portraits de ces cuisiniers qui ont fait le succès de ce podcast. Je suis heureux donc de vous laisser découvrir la trajectoire, la mission et la vision de celui qui dirige aujourd'hui l'une des entreprises les plus influentes du paysage gastronomique français. Voici l'histoire de Damien Rodière. Si on doit rentrer dans le sujet, et peut-être avant de remonter le fil et de repartir aux origines, quand on présente The Fork, on dit quoi de sa mission aujourd'hui, de sa vocation en 2025 ? Alors c'est une bonne question, ça dépend déjà à qui on pitch The Fork, mais c'est vrai que je crois que ce qui caractérise The Fork, c'est, je dirais que c'est avant tout, oui, sa mission qui est de, moi je dis souvent, aider simplement les gens à trouver le bon restaurant au bon moment. Voilà. Donc c'est assez simple. Je crois que c'est ce qu'on fait depuis que la boîte existe. Et pour ça, on a des outils, on a des équipes. Et en gros, nos équipes, elles s'adressent à la fois à des restaurateurs, donc des gens qui accueillent des clients pour leur permettre de vivre le meilleur moment de leur journée. C'est créer un souvenir. Je crois que nous, c'est un peu ce qui nous caractérise, c'est qu'on est un peu des créateurs de souvenirs, ouais, des passeurs, des fournisseurs. Ouais, c'est pas des créateurs, parce que les créateurs, finalement, c'est les restaurateurs. Fournisseurs officiels de souvenirs. Mais ouais, j'aime bien ça. Ouais. En fait, j'ai jamais vu comme ça, mais j'aime bien ça. Et voilà, donc ça, c'est vraiment côté grand public, puisqu'on a un intermédiaire, finalement. Et côté restaurateur, on en donne des outils qui vont leur permettre de faire en sorte que ces souvenirs ils soient les meilleurs possibles. Donc c'est déjà attirer des clients pour leur faire vivre une expérience dans le restaurant et après les fidéliser, ces clients. Et c'est vrai que c'est l'enjeu des restaurateurs, c'est de faire en sorte qu'il y ait le maximum de personnes qui poussent le pas de la porte, et ces gens-là les fidéliser, les faire revenir pour mais derrière eux, ils ont un business à développer, à pérenniser. Et voilà. C'est pas mal de parler d'une entreprise comme The Fork qui est quand même un groupe aussi, parce que là on se parle d'une entreprise, on est en France, mais on va se parler de ce que ça représente aussi dans le monde, en utilisant des mots qui sont du registre de l'émotion, de l'affect, de se parler de souvenirs. Concrètement, The Fork en France, ça représente quoi ? C'est quoi les chiffres qui caractérisent particulièrement cette entreprise aujourd'hui, ou du moins sa version ou sa branche en France? C'est combien d'utilisateurs ? C'est quoi les premières data qui viennent en tête quand on parle de The Fork ? Alors déjà, c'est des milliers de restaurateurs qui nous font confiance et qu'on accompagne tous les jours. Donc il y a près de 15 000 restaurants aujourd'hui en France avec qui on travaille. Et côté grand public, c'est des millions de personnes qui tous les mois. C'est de ça dont on se parle. Non, c'est vrai, quand
on fait ce pas de recul et qu'on sait tous les mois en fait qu'il y a des millions de personnes qui ils ouvrent leur application parce qu'ils sont à la recherche de peut-être ils savent pas où ils veulent aller manger, ils cherchent l'inspiration, ils cherchent des infos, enfin voilà, et du coup ils se connectent à notre application pour aller sourcer des informations pour trouver le bon restaurant pour répondre à leurs attentes, voilà. Il n'y a pas qu'une histoire de où est-ce que je vais manger, il y a aussi une histoire de qu'est-ce que je vais manger et de recherche d'informations. On se parle là de plus que t'as fait. D'une réservation, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai. Alors c'est vrai que le prisme réservation, c'est un peu ce qui nous caractérise. On parle là beaucoup. Parce qu'à un moment, il faut transformer. Et il s'agit quand même de finir à table. C'est ce qu'on a envie de. Exactement. Voilà, c'est là où on a envie de finir sa journée. C'est la finalité quand même pour nous. Alors après, nous, par rapport à ce qu'on fait, mais effectivement, ça commence avant tout par. On a du contenu. Ce contenu, on le met à. Alors c'est pas nous qui le créons, le contenu c'est les restaurateurs qui nous le fournissent ou les utilisateurs qui le créent. D'accord, donc tout ça ça s'alimente en fait. Exactement. Chacun peut alimenter. Tous les jours c'est des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui créent du contenu. Donc c'est les avis. Je dirais que c'est peut-être le premier contenu un peu. Alors maintenant les avis, tout le monde travaille. Enfin j'ai envie de dire maintenant. Les avis sont partout. On donne son avis sur tout. Alors, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, pas du tout. Je vois pas du tout. Faut vraiment. Mais les avis, ça a été un des éléments, je crois, transformants de ce secteur d'activité depuis une quinzaine d'années. Et c'est vrai que les restaurateurs, au début, quand il y avait des gens qui déposaient un avis sur leur établissement, c'est vrai qu'au début, ça a été plus, je dirais, un choc. Mais j'avoue que c'est toujours pas résorbé, je pense. Hein. Je pense que c'est encore pas admis culturellement complètement en France, du moins. Peut-être pas complètement. On fait avec. Disons que ils font avec. Ouais, maintenant ils font avec. Et je crois qu'il y a de plus en plus de restaurateurs qui ont bien compris la vertu des avis, parce qu'en fait, je crois qu'il y a pas mal de vertus de pouvoir collecter directement et quasiment en temps réel le retour d'un client. Ouais. En même temps, ils ont pas le choix. Hein. C'est capter la vertu à marche forcée quand même. C'est ce côté-là, je pense qu'ils ont un peu subi au début, et c'est pour ça que nous on a développé, en tout cas on essaie au quotidien de leur développer des outils pour que ces avis-là et ce contenu-là, ils les aident au mieux. Et ils les aident comment ? C'est déjà collecter un retour d'un client. C'est la meilleure façon de savoir si la promesse est tenue, en gros. Donc voilà. Donc l'application, en fait, elle met à disposition tout ce contenu. C'est des avis, c'est des photos. Après, ça va être le menu, ça va être, voilà. Et on essaie de rendre l'information la plus, j'allais dire la plus digeste pour faire un jeu de mots. Mais c'est la plus pertinente, la plus pertinente, la plus inspirantes aussi possible, parce que ce qu'on veut, c'est au final, quand il y a 100 personnes qui viennent sur l'application, c'est de faire en sorte qu'il y en ait le maximum derrière qui réservent dans le restaurant, parce que finalement notre mission c'est de transformer. Nous c'est d'envoyer des clients restaurateurs, c'est une de nos grosses missions, c'est pas la seule, mais c'est le premier enjeu du restaurateur. Il a besoin de faire en sorte que le maximum de gens poussent le pas de leur porte, et aujourd'hui leur vitrine, la première, elle est en ligne, parce que les gens, quand ils vont au restaurant, avant d'aller au restaurant, dans la majorité des cas, je crois que c'est 80%, enfin en tout cas c'est le chiffre qu'on utilise parce que c'est des enquêtes qu'on a menées depuis des années maintenant et on voit que c'est toujours le cas, ils vont d'abord se renseigner en ligne parce que c'est facile et c'est le meilleur moyen aussi de s'assurer que qu'on va pousser la bonne porte. Ouais, en tout cas, on recoupe. En tout cas, on va recouper peut-être des informations parce que parfois on sait où on veut les manger, mais on veut juste aller chercher d'autres informations pour être sûr qu'on puisse réserver, par exemple, des horaires, des choses comme ça. Parfois c'est des choses très basiques, mais parfois on sait tout simplement pas où on veut aller manger. C'est là que, c'est là que notre mission a un vrai sens parce que nous on essaie de créer l'envie, créer l'envie pour inviter les gens à aller au restaurant. J'ai envie de dire même presque inciter, parce que moi je crois beaucoup au fait que ces sorties-là, elles ont un rôle plus important que uniquement aller se nourrir. On va aller chercher un moment de vie, une expérience qui peut rester gravé. Ça c'est sûr. Exactement. Ça, on va essayer de célébrer. Souvent, quand on va au restaurant, finalement, maintenant, on célèbre des choses. Ça fait beaucoup d'enjeux pour The Fork. Ça fait, mais finalement, ça donne beaucoup de sens à notre mission. C'est sûr. Et justement, ça, c'est un des éléments, on en parlait avant, Finalement, notre mission, elle a du sens, on a la chance de travailler dans un secteur où on crée des souvenirs aux gens et on est sur finalement, c'est des choses assez futiles puisque on n'est pas en train de sauver des vies, on règle pas des problèmes très complexes. Mais ça peut avoir une grande portée. Mais exactement. Je crois que il y a des gens, ils ont besoin. On a besoin tous de ces moments-là où on vit des choses ensemble, surtout dans des moments comme ça. Je veux dire,
Oui, il y a c'est des vrai que périodes la où ça fait du société, bien. parfois, elle se polarise. Et là, on est dans une période peut-être qui est un peu pesante. Là, je parle de la France. Hein. Ouais. Et je crois qu'on a besoin de créer des moments de lien, de convivialité, D'union, de communion. D'union, de communion, ouais, exactement. Putain, merci The Fork, on va plonger au cœur de cette Ouais, machine, mais il Je va dis pas que The Fork règle tout ce problème. Hein. Je pense que nous, on est réserver le reste et puis tout va s'aligner. Non, en mais fait. je crois que ça, c'est plus la mission des restaurateurs. Ouais. Mais je crois que nous, on est Vous facilitez ça, l'idée c'est de faciliter ça. Ouais. Si on doit remonter aux origines qui sont les tiennes et ce qui t'a conduit peut-être ici à la tête d'une marque aussi reconnue que The Fork, ça part d'où cette histoire Moi, je viens du sud-ouest, une petite ville qui s'appelle Dax. Et voilà, j'ai vécu toute mon enfance là-bas jusqu'à 18 ans. Souvenir de Feria qui remonte. Là. Alors exactement. Ouf. Ça, je peux te dire que Ouf. toutes les équipes ici savent que je viens de Dax, que je viens du sud-ouest et que j'adore les Fériens. Ouais. Et c'est sûr que c'est un des éléments qui me caractérise. C'est peut-être ce côté aussi fête, convivialité. ADN du sud-ouest. Ouais, c'est ce qu'on retrouve dans un restaurant. Donc finalement, quand je suis arrivé chez The Fork, c'est pas ça qui. Mais je crois que c'est un des traits communs entre ce que je fais aujourd'hui, peut-être et mes origines. Mais voilà. Donc moi, enfance dacoise, petite ville. Voilà, du sud-ouest, enfance heureuse. J'ai la chance d'avoir 2 grands frères, une petite sœur et des parents qui ont été exceptionnels. Et la table, ça a toujours une place Ouais. variable parfois dans la vie. Mais à ce moment-là, dans l'enfance, l'adolescence, c'est un truc qui a son importance. Et moi, les souvenirs de la table que j'ai, j'ai 2. En fait, c'est les moments à table en famille, les dîners de famille. Pour nous, moi, je sais que mes parents, voilà, on avait le dîner, on allait dîner tous ensemble à 20h. Mon père, qui avait une activité assez prenante, il était toujours là pour dîner, même déjeuner avec nous. J'avais la chance d'habiter à côté des différentes écoles dans lesquelles j'étais, que ce soit les collèges, le lycée. Et du coup, je rentrais souvent déjeuner aussi à la maison. Et je déjeunais avec mes parents et avec mes frères et sœurs. Je dînais avec mes parents, mes frères et sœurs. Et c'est vrai que ces moments de... Ça paraît lointain et rare désormais ce genre de truc. Alors c'est peut-être aussi parce qu'on est à Paris, mais c'est vrai que ça crée quelque chose quand tu passes en fait tous tes dîners ou tous tes déjeuners en famille. Ouais. Il y a quelque chose qui s'installe. Tu racontes ta journée. Et c'est vrai qu'en fait, ça paraît bête, mais je pense que ça forge. Ça ancre des choses. Ouais, ça ancre des choses. Et moi, je pense que je reproduis ce schéma finalement aujourd'hui. Tu rentres pour déjeuner. Moi, j'ai la chance d'habiter pas très loin. Alors, non, je vais pas dire je rentre pour déjeuner parce que sinon, si un jour ma femme écoute, oui, c'est ça. Non, t'es scandaleux parce qu'en fait, combien de fois tu m'as dit que t'essaies de rentrer pour... Ouais. Mais ça m'est arrivé, j'ai la chance d'avoir, d'habiter pas très loin des bureaux et du coup de parfois pouvoir me permettre. Ouais. Alors pour le coup, ce que je fais, c'est que ça m'arrive de prendre 1 ou 2 fois ma fille ou mes filles, j'ai 2 filles et un petit garçon, et les amener au restaurant. Et ça, c'est trop cool. Parce que c'est un moment ultra privilégié avec... je l'ai pas fait très souvent et du coup, ça me fait penser que je devrais le faire plus. Tu le faisais enfant avec tes parents? Non. Parce que y avait pas... C'est quoi la place du restaurant? Alors non, parce que déjà nous on est. Alors j'ai une enfance beaucoup de chance, très privilégiée, donc mes parents ils pouvaient nous amener au restaurant parce que c'est quand même un budget d'amener au restaurant une famille avec 4 enfants finalement. Mais moi le souvenir que j'ai, mais c'était hyper simple. Finalement quand j'étais petit, il y avait là où j'habitais, il y avait pas tant de restaurants que ça. Hein. Même s'il y a il y a quand même un terroir, il y a une gastronomie qui est très présente. Comme dans beaucoup de régions, mais la restauration, à Dax, moi je vois par rapport à là où je viens, à notre époque, parce que je pense qu'on a sensiblement le même âge, il y avait le gastro, le truc un peu tous les jours, et basta. Moi je connaissais le nom du restaurant, mais je savais même pas. C'est parce qu'on me disait, quand tu veux te faire un bon restaurant, tu vas chez, et pour le coup c'est chez Guérard. Parce que Guérard, il vient des Landes. Et donc Michel Guérard, c'est la légende. Là c'est sûr que bon. Et quand on disait on va chez Guérard, j'ai eu la chance de vivre cette expérience il y a pas longtemps. Mais je me souviens quand j'étais gamin, c'était ça. Et sinon le restaurant pour moi, c'était ici mes souvenirs de restaurant. C'était assez en fait, c'était une cafétéria qui s'appelait la cafétéria Victoria à Dax. Aucun charme. Alors, déjà sur le papier aucun charme, le truc, mais en fait quand on est gamin on adorait aller là-bas parce que déjà on mangeait ce qu'on voulait,
en mode cafétéria, donc tu ouais. te sers, et ça, quand t'es Genre, gamin, t'as t'as ton plateau, mais t'es génial. gamin, tu vas pouvoir te servir de frites à volonté, Ouais. enfin, c'est con, mais ça. Et en fait, ces moments-là, on adorait, parce que pour nous, on sortait un peu de notre cadre, donc, et on rencontrait aussi, là-bas, on rencontrait souvent, il y avait des amis de mes parents, enfin, voilà. Mon père était médecin à Dax, donc, dès qu'on se baladait à Dax, il connaissait quelqu'un. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'était rigolo, parce que, du coup, on allait, on sortait pour aller aussi rencontrer des gens, il y avait d'autres familles. Ouais. Et nous, on adorait ça, quoi. C'est marrant, ce qui se joue là, Tu vois, ce qu'on attend d'un restaurant, de comment ça résonne, finalement, ça n'a rien à voir ni avec l'intention, enfin, ça peut être complètement décorrélé de l'intention en cuisine, de la proposition commerciale, tu peux kiffer une espèce de... Ouais, dans un lieu qui est très basique, enfin, et ouais, le fait de se dire on sort de chez soi, ça va changer un peu du cadre et on va rencontrer des gens, ça suffit parfois. Ce qui aujourd'hui, en tant qu'observateur, je dirais, de la scène gastronomique et des propositions, me désespère, moi. Okay. Tu vois, je comprends très bien, parce que je comprends très bien le truc. Moi, j'ai des madeleines comme ça de restaurants, parfois même des aberrations, où je paierais pour y retourner, revivre ces moments-là. Tu vois, quand tu parles du plateau, moi, je me rappelle des petites cloches en plastique, tu sais, bousillées par le truc. J'adorais, tu vois même plus ce qu'il y a dedans et tout, tellement qu'elle a été poncée, utilisée et tout. Mais pour autant, le truc de, on va manger quelque part parce qu'on sort, ou on va au restaurant, aujourd'hui, ça me paraît aberrant, parce que j'ai un rapport au restaurant qui est plus d'aller chercher une intention, un propos, celui du chef, tu vois, une incarnation. Aujourd'hui, ce que je vivais enfant, où mes parents disaient, bon, on se fait un resto, ça me paraît fou, en fait. Moi, je n'arrive pas du tout, et on en parlera par rapport justement à l'utilisation d'outils de réservation, comme TheFork ou même comme TripAdvisor. Moi, ça me paraît lunaire aujourd'hui de me dire, bon, j'ai envie de me faire un resto, je vais voir ce qu'il y a. Moi, je sais typiquement où j'ai envie d'aller, j'ai une liste, je me dis bon mais tiens, ce soir, je vais aller tester ça. Ah ouais. Parce que je n'ai pas du tout ce rapport, mais c'est hyper intéressant, et je dis pas ça pour parler de moi, mais parce que je m'étonne toujours de ce réflexe qu'ont certaines personnes de dire bon, et si on se faisait un resto, mais sans savoir du tout où ils vont aller. Et moi, j'aime bien faire ça. Tu vois, je pourrais te dire le contraire, parce que je suis quand même dans un milieu où... T'es censé ça. Je suis censé réserver, non, on n'est pas censé réserver, mais ce que je veux dire, c'est que moi, mon enjeu, c'est d'aider les gens à organiser leur sortie. Mais moi, je dis souvent à ma femme, quand on voyage, tout ça, j'aime bien aussi me dire, c'est à l'improviste. Et je vais trouver, Mais t'as pas de déception en proportion? Si, pour le coup, c'est le risque qu'on prend. Alors, je suis d'accord. Mais j'aime bien aussi parfois ne pas contrôler ce que je fais. C'est ma nature. J'essaie de contrôler tellement ce que je fais dans mon travail. Alors, je dis pas que je suis en mode contrôle tout le temps. Je suis pas une machine, hein. Mais voilà, on essaie d'éviter l'imprévu le plus possible. J'aime bien quand je sors de mon travail, me dire... qu'il y a un peu de... un peu aussi d'imprévu. Ou... c'est peut-être provoquer la chance, tomber sur des choses, voilà. Après, ça peut se provoquer aussi en l'organisant. Moi, tant que j'y suis pas allé, j'ai cet effet de surprise. Tu vois, j'ai sur ma liste, je me dis, il faut absolument que je fasse ce truc, mais j'y suis pas allé, donc je peux être déçu, hein. Exactement. Mais par contre, je sais pourquoi j'y vais. J'y vais pas juste pour aller au resto. Oui, tout à fait. Voilà. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Oui. Tu vas chercher autre chose. Mais bon, enfant, on avait un peu ce genre de choses. Est-ce que, à cette époque-là, donc on se parle de l'enfance, on se parle de l'adolescence, on va venir jusqu'à aujourd'hui, mais vers quoi tu te destinais? Quelles étaient tes envies professionnelles? Est-ce que tu y pensais? Non. Mais moi, quand je vois parfois, quand je me dis, même jusqu'à 18 ans, voire 25 ans, honnêtement, enfin, on peut dire, j'étais pas très mature du coup, mais j'en sais rien. Mais en fait, j'avais pas du tout, non, je savais pas. C'est vrai que moi, je viens d'une famille où il y a eu beaucoup de médecins, beaucoup dans la santé. Ma maman pharmacienne, enfin elle a fait des études de pharmacie, elle a commencé à travailler pareil dans la santé. Alors après elle s'est occupée de nous. On a eu de la chance d'avoir une maman qui était avec nous, enfin qui s'occupait de ses enfants, et ça c'est un cadeau, je crois. C'est une chance. C'est vraiment une chance. Et mon papa médecin, mon papa d'une famille d'entrepreneurs. Donc je crois que ça c'est un des éléments qui m'a marqué. Je crois que c'est probablement une des choses de mon enfance qui reste, j'ai un grand-père qui a été entrepreneur et un autre grand-père qui a été médecin, chercheur. Donc des profils d'indépendance. Des gens qui m'ont beaucoup inspiré, et mon père qui est entrepreneur aussi finalement, parce qu'en fait un médecin c'est un entrepreneur, il crée, enfin c'est son cabinet. Alors, on parle pas de clients, on parle de patients, mais finalement c'est des clients. Enfin ils veulent pas le dire parce que. Tu te dis ça? Parce que alors moi c'est marrant parce que tu sais ça résonne avec un truc. Mon père a passé son temps à me dire, je suis un entrepreneur moi aussi.
Il est médecin. Ah, les médecins, ok. Ouais. Bon, ben voilà. Et aujourd'hui, je lui dis, mais t'es tout sauf un entrepreneur, mec. Tu n'as aucun démarchage à faire, tu ne te bats pour rien, t'as vissé ta plaque et les mecs arrivent. Bah, moi, je suis pas tout à Mecs, fait ils mettent pas d'accord. des flyers, ils font pas du marketing, Alors, c'est il y a vrai, pas de com, il y déjà, a ils pas ont pas le de... droit. Ouais, mais moi, je crois que, en fait, une boîte, c'est pas forcément faire du marketing, je crois que effectivement, la vente, c'est un des éléments clés, mais tu te vends pas juste en faisant la promotion de ce que tu fais, tu te vends en faisant, et en montrant que tu fais bien les choses. Je crois qu'un médecin, un bon médecin, en fait, derrière, il sera recommandé. Et je crois que c'est ça la première vertu d'une entreprise. C'est marrant. C'est que le bouche à oreille fasse son effet. Et le succès de Fork à la base, si je reviens à ça, Ouais, bien sûr. c'est le bouche à oreille. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, évidemment, on est une grosse entreprise. Enfin, une grosse. Je sais pas si on est une grosse. Je crois pas qu'on soit une grosse entreprise. J'aime pas ce mot gros, mais enfin. Mais en fait, je crois que c'est le bouche à oreille au début qui a fait le succès d'une boîte comme The Fork. Ouais. Mais c'est pas une digression, tu vois, parce que quand on se parle de ça, de bien faire son travail comme étant le premier levier de communication pour développer son activité, c'est l'essence même de la restauration, hein. Je veux dire, en fait, à la base, flyer ou pas flyer, il faut faire bien son boulot, que ce soit bon, et normalement, t'as fait. C'est un bon levier. Et ça roule. Donc 18-25 ans, c'est toujours pas. Non, Tu sais et pas après vers pour où, revenir à ta question, non, franchement non. Franchement, ce que je me dis au fond de moi, c'est que je vais essayer de faire quelque chose qui va pas me fermer de porte. Ok. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de me fermer de porte, parce que je crois que je suis d'une nature assez curieuse, et voilà. Et du coup, je suis un parcours. Je crois que j'ai toujours été assez flemmard en fait. Hein. Enfin, ça, je dis ça, mais je devrais peut-être pas le dire. Mais voilà, essayer de faire le plus avec le moins. Donc, je me repose sur des acquis. C'est vrai que ma mère m'a toujours dit, mais t'as un potentiel. Enfin, en fait, je crois que j'ai été assez flemmard. Enfin, flemmard, en tout cas, j'essaie de faire ce qu'il fallait le minimum juste pour passer les étapes. Ah ouais. Et voilà. Et finalement, ça s'est plutôt bien passé. Enfin, bien dans le sens où... voilà, mais genre, c'était quoi les études? T'as fait quoi? Et après, moi, j'ai fait des études d'ingénieur, une prépa intégrée. Ce que j'ai voulu, je crois, c'est partir un peu du sud-ouest, même si hyper attaché. Mais j'avais pas envie de suivre un parcours... En fait, quand t'es à Dax, après, tu fais quoi? Tu vas à Bordeaux. Ouais. C'est la grande ville à côté. Tout le monde fait ses études là-bas. Tu retrouves les mêmes gens. Et je crois que j'avais envie de voir autre chose. Et du coup, je me suis pas dit, je vais à Bordeaux, aller faire... Enfin, je sais pas, il y a plein d'écoles à Bordeaux, plein de trucs. Et du coup, j'ai eu envie d'aller sortir un peu. J'ai pas été très loin. J'ai été à Angers. Mais en fait, à Angers, je sais pas pourquoi. Un peu par hasard. J'ai fait plein de concours prépa intégrés trucs. J'ai été pris dans des trucs. Et en fait, je sais pourquoi. Parce qu'en fait, mon père soignait l'ancien, je crois que c'était l'ancien directeur de l'école d'Angers, la fameuse où j'ai été, et qui a été aussi président de l'association des grandes écoles d'ingénieurs de France. Je sais plus comment on appelle ça, c'est la fédération. Il y avait un petit lien. Ouais, et en fait, je sais que quand j'ai passé ces concours, après, je sais pas du tout quelle école, j'avais du choix. Et en fait, mon père a rencontré cette personne, je sais plus comment. Enfin, si, parce qu'il soignait, je crois. Et qui lui a dit, en fait, je pense, soit votre fils, il peut, parce que j'avais des Parisiennes aussi, et en fait, c'est lui qui m'a un peu influencé, parce qu'il a dit, s'il va à Paris, finalement, il va se retrouver dans une école où il y a que des Parisiens, enfin, beaucoup. Et du coup, c'est peut-être plus difficile de créer se créer un groupe d'amis, parce que les gens, enfin, les étudiants qui seront à Paris, ils sont déjà soudés entre eux, ils ont leur truc. Et du coup, il vaut mieux aller dans une école en région, enfin en province. Où tout le monde vient d'ailleurs. Exactement. Et du coup, j'avoue que ça a pas mal Pas résonné. mal comme argument. Ouais. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé à Angers. Je crois que c'est ça qui m'a vraiment... Ville, meilleure qualité de vie en France, reconnue depuis... Mais un truc de fou, en fait. Mais j'ai vécu à Angers 5 années, mais de rêve. Vraiment. C'est formidable. Parce que un petit cocon, une petite ville à taille... Enfin voilà, à la fois grande, mais pas trop grande. Des gens qui viennent de partout. Non, mais j'ai vécu 5 années, mais exceptionnel. Vraiment. Avec une perspective qui se dessine, ou là, on est plutôt dans la découverte, Non, toujours pas. Toujours pas, mais en fait. Vie étudiante. Vie étudiante, insouciance, liberté. C'est la première fois que je me retrouve. Je suis seul. J'ai ma chambre d'étudiant dans c'était une résidence où il y avait que des étudiants, quasiment que de la même école. Donc un espèce de... Non mais c'était incroyable. Non mais c'était...
l'insouciance absolue. Je me souviens la première fois que je suis arrivé, je suis rentré dans cette résidence, je vois des gens de partout. On avait la chance d'aimer. Enfin voilà, il y avait on avait des lieux de vie communs. Donc il y avait une espèce de petite, tu vois, on retrouve peut-être la cafette. Là. Ouais. Non mais en fait le matin, on avait un petit déj, alors, hyper basique, mais je sais pas pourquoi dans ça faisait partie de la formule de Trop un bien. truc. Et du coup on se retrouvait au petit déj tous les matins. Ouais, c'est une coloc géante en fait. Non mais c'était ça. Donc c'était génial. Je vois bien, il y a plein d'images qui se précipitent dans la tête là. Ah ouais. Non, mais je Attends, qu'est-ce revois que des je filtre ou qu'est-ce que je souvenirs. filtre pas? Et non, et franchement, pendant 5 ans, c'était ça. Enfin, je dis 5 ans, j'ai fait 2 ans dans cette fameuse résidence. Et après, je suis allé dans le centre. C'était un peu le parcours parce qu'en fait, c'est une prépa intégrée. Donc, il y a 2 ans de prépa, 3 ans de cycle ingénieur. Mais on vit 5 ans dans la même école. Et la prépa, c'est comme une prépa classique, sauf qu'on est dans l'école et elle nous prépare à rentrer dans le cycle ingénieur. Ouais. Donc assez exigeant, parce qu'en fait c'est une école qui s'appelle l'ESEO, École supérieure d'électronique de l'Ouest. Donc il y a le côté électronique, truc machin. Et en fait c'est une école plutôt généraliste mais très ingénieur, nouvelle technologie, qui a été créée par un chanoine. Donc là on se dit waouh, on est dans un cadre. Et finalement un cadre avec des rituels, mais qui m'a bien plu parce que voilà, très vite je me suis très bien senti dans cet environnement. Et en fait je crois que ce qui m'a plu beaucoup c'est le côté au-delà des études académiques, ce qu'on apprend. Voilà, j'avais envie j'ai toujours été un peu été sensible, je pense au côté un peu innovation, tech, tout ça. Mais sans être geek dans l'âme, alors que j'avais quand même, il y avait 2 types d'étudiants. Il y avait les étudiants qui se retrouvaient là parce que c'était des purs geeks. Mais comme on voit des gars qui passaient leur vie moi j'avais des gens, ils passaient leur week-end, ils se mettaient en mode réseau là, dans les salles qu'il y avait dans cette fameuse, et ils passaient leur week-end à jouer à des jeux en réseau et compagnie. Moi j'étais à l'opposé de ça. Moi moi ça me faisait marrer, on allait les voir, c'était un peu des ovnis pour moi, ces geeks là. Moi j'étais plus dans le côté un peu plus fête, social. On va boire des verres. Moi chez moi moi j'avais en fait c'était je pense que j'avais le studio, enfin c'était une chambre où il y avait le plus gros passage. C'est ce que j'allais dire. Ça a été c'est connu de la population. Et j'aimais bien recevoir. Je crois que ça j'aimais bien recevoir, et c'est vrai que je sais pas pourquoi c'est mon appartement où on faisait toujours les soirées. C'était le QG. Voilà, c'était un peu le QG. Comment on sort de cette époque-là qui est un mélange de légèreté parce que voilà, il y a de l'indépendance, il y a la fête, il y a tout ça, mais aussi d'exigence. On sent que c'est pas non plus une école. Voilà, tu sors de là avec certainement un niveau, des connaissances, une certification, en tout cas une forme de reconnaissance qui est assez établie. C'est quoi la suite et qu'est-ce qu'on fait au sortir de cette histoire quand on y est entré sans trop savoir pourquoi Alors, c'est une bonne question. En sortant, pareil, je sais pas ce que je veux faire. My God. J'aime bien, je pense à ceux qui nous écoutent, ils disent, mais attends, mais le mec est parti de loin, quoi. C'est une bavard, c'est une frappe très lointaine. Mais bon, on sait que ça va finir par rentrer. Voilà. Mais là, on sait pas si elle va marquer ou pas. Non, et en fait, je veux pas me fermer de porte. Je fais quand même il y a des stages. Je crois que c'est ça qui m'a éveillé à ce que j'ai pas eu envie de me dire, j'ai envie d'aller là. Et j'ai toujours pas envie, en fait. J'ai envie que ça se fasse un peu tout seul. Et du coup, j'ai essayé de faire des stages aussi qui sortaient un peu du cadre ingénieur pour pas, encore une fois, t'enfermer. Exactement. Et donc j'ai fait un petit problème de choix, non quand même, un petit rapport. Quand j'y pense, j'ai fait des stages lunaires. Mon premier stage découvert d'entreprise, j'ai été dans une exploitation viticole dans le Nebraska. Aucun rapport. Aucun. Mais j'ai vécu un truc de malade. Je me suis retrouvé là à travailler avec des ouvriers qui faisaient, des ouvriers qui travaillaient les vignes dans la 2e exploitation viticole du Nebraska, qui a été créée par un entrepreneur qui avant avait une entreprise qui faisait de la viande. C'est un peu le charal américain. Qui a fait fortune là-dedans. Et un jour, il a vendu sa boîte. Et je vais me faire plaisir. Je vais me lancer dans le vin. Et il s'est lancé dans le vin avec son beau-fils qui faisait de la radio, donc comme toi là, entre guillemets, parce que,
Et et ils se sont dit, ça c'est le côté entrepreneurs américains. J'adore ces histoires parce que les mecs ils partent de rien. Ça c'est fou. Ouais. Et ils se sont dit, on va faire du vin dans un endroit qui est probablement pas du tout adapté et un climat ultra aride, un continental, très très chaud l'été, très ensoleillé, l'hiver est hyper froid et tout. Ils se sont dit, on va faire du vin. Et ça te fait atterrir là-bas? Ouais, je crois, je sais plus comment, mais tu vas y faire quoi? En fait, le premier stage... Observation. Ouais, c'est un stage d'observation. Mais non, j'ai travaillé là-bas. En fait, j'ai été ouvrier là-bas, quoi. J'étais logé sur place par la famille. Et c'est là où... là, j'ai vécu des trucs de fou. Enfin, parce qu'en fait, la famille m'a pris un peu sous son aile, un peu comme un de leurs fils, vraiment. Et moi, je suis assez besogneux, je crois. Et du coup, très vite, j'avais envie je bossais. C'était au moment des vendanges, donc c'est des moments incroyables. Et donc là, il y avait des ouvriers. Tu tombais bien. Il y avait des ouvriers qui travaillaient dans les vignes toute l'année, mais aussi il fallait de la main d'œuvre pour faire. Bien sûr, additionnel. Et je me souviens, la main d'œuvre, elle venait, c'était des Russes. Ah ouais. Ouais. Et des Russes qui étaient, ils bossaient. Enfin, on bossait le matin, on se levait à 5h, à 6h, on allait. Enfin voilà, de 5h à 8h, parce que sinon il faisait trop chaud la journée. On allait vendanger. Et moi j'ai fait ça, une partie, il y avait ça. Après j'ai entretenu les vignes. Moi je pense c'est des souvenirs que j'ai toujours hyper ancrés parce que je pense qu'ils m'ont marqué et qui m'ont appris des choses. Ça peut résonner de mille manières, ça. Tu vois, de la manière dont on entreprend, de là où on se positionne, du choix qu'on fait, du concept. C'est ça mon point, c'est qu'en fait ils ont poussé le concept tellement loin parce qu'ils se sont dit on va faire du vin. En fait ils se sont dit comment on va faire connaître notre maison. Et du coup, ils ont organisé des visites des vignes, comme aujourd'hui tu vas le voir un peu partout en France. Mais à l'époque, 2006, ça existait quasiment pas, je pense, en France. Enfin, peut-être ça commençait à exister, mais pas tant que ça. Et eux, ils avaient déjà, alors que le truc avait 5 ans, ils venaient de produire leur première cuvée, ils avaient déjà réfléchi au truc en se disant... Faut que les gens viennent. Exactement. Il faut qu'ils viennent nous voir. Et du coup, on va faire des visites, on va créer un festival. Ils avaient un festival de jazz. Génial. Mais qui était génial. Et du coup, ce week-end-là, moi j'étais là. Ouais, mais c'est un truc d'Amérique. C'est là où il y a la pensée entrepreneuriale. Incroyable. Il faut faire venir les gens, donc on va essayer de faire l'événementiel. Ils avaient créé ce festival de jazz. Gérard Bertrand a un festival aussi, tu sais, il a un truc comme ça. C'est marrant, on travaille avec lui depuis peu de temps. Tu vois, il a un festival aussi. Ouais. Et ces gens-là, ce mec-là, c'était le grand-père qui tenait ça, et lui, en gros, il avait mis sa famille, il avait laissé les clés, en gros, du camion. Génial. Pour leur dire, développer un... Hyper stimulant quand même, hein. C'est loin de ce que t'as connu jusque-là, il y a ces études et tout, c'est un pas de côté certes, mais ça nourrit de pas mal de choses. En tout cas, ça pose des questions, c'est stimulant. Tes autres stages après, ils vont partir un peu... Non, après j'ai fait un autre stage, alors là pur dans le truc électronique, c'était pour une boîte qui faisait des antennes dans les telcos. Et en gros, c'est les grosses antennes qu'on voit un peu partout qui permettent de développer. C'est la 5G. Voilà. Waouh. Donc là, dans un truc, j'ai appris ce que c'était le vrai boulot d'ingénieur où, on est dans la technique pure. Et je me suis dit, c'est pas pour moi. J'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de. Qu'est-ce qui manquait là-dedans? C'est moins sexy, moins bucolique. C'est moins que ce qu'on a. Trop technique, trop. Je sais pas. J'étais un moment dans mon labo tout seul à devoir, je faisais des trucs, finalement, je prenais un peu de plaisir parce que je garde un souvenir de ce stage qui était intéressant mais peut-être trop niche. Voilà. Trop niche pour moi. Et puis il y a pas de contact. Il y a pas tant d'humanité que ça dans l'histoire là. Ouais, alors je sais pas si c'est l'humanité ou quoi parce que finalement mon maître de stage, je me souviens, c'était quelqu'un avec qui je me suis hyper entendu et mais la finalité de la mission, elle est moins, tu vois, quand tu parles il y a une fibre quand tu reparles de ce stage, cette exploitation viticole qui est autre chose. C'était moins, il y a moins ce côté, tu crées du lien et compagnie. Donc ça a été mon deuxième stage. Et après, j'ai fait un stage pur. Et là, je me suis dit, il faut que je change et il faut que je fasse un stage commercial. Ok. Et j'ai atterri. Et ça allait, tes parents, ils étaient là, ils suivaient le truc en se disant, il va. Je crois que mes parents, ils ont jamais été trop inquiets pour moi, pour le coup, parce que je sais pas.
Bon, il savait que t'allais trouver ton Je truc. sais pas pourquoi, mais alors que j'avais des frères au-dessus de moi, dont je sais pas si pour qui ça a été un peu plus compliqué la scolarité. Moi, j'ai pas eu un parcours d'excellence, pas du tout, mais un parcours. Mais ça, il y avait pas de souci. Mais voilà, j'ai passé les étapes. Donc quand au troisième stage tu te dis sans avoir commercial, de mention, sans avoir de truc, j'ai pas eu de mention au bac. J'ai une mention passable au bac. C'est pas mal. Tu sais, c'est la mention passable, j'adore ça. Putain, mais c'est pas mal. Tu vois, ça veut dire 12, c'est 12. Non, c'est en dessous de 12. Ah bon? Tu sais, la mention passable, c'est entre 10 et 12. Ah, bah alors moi j'ai été ça aussi. On dit mention passable. Ah ouais. Tu vois, ça c'est le truc. Ouais, mais t'as des mentions pour tout en fait. Ouais, mais c'est pas mal. Je sais pas, moi ça dit. Mais tu m'apprends un truc, je pourrais te dire que j'ai une mention passable. Voilà, mais en fait tu dis c'est mention, mais passable, c'est dire passable. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bon, bref. Mais j'ai toujours été un peu comme ça, enfin, tu vois. Okay. Pas d'étincelle, mais pas de sujet non plus, pas de problème non parce plus. Que je faisais le minimum. Ça va passer, ça va passer. Ouais, exactement. Donc commercial, pourquoi pas? Et commercial, pourquoi pas? Et là, grosse école. Je pense que j'ai découvert une fibre que j'avais pas vue chez moi peut-être. Parce que finalement, je pense que je suis quelqu'un d'assez introverti. J'aimais pas, même si, tu vois, je te disais, c'était le QG un peu chez moi, mais en fait, j'aime pas me mettre en avant, j'aime pas. C'est pas naturel, c'est pas la fibre. Ouais. Et du coup, j'ai fait ça dans une boîte qui s'appelait, parce que je crois qu'elle avait été rachetée. Ça s'appelait 1913 et c'était une boîte qui, en gros, vendait des flottes de téléphones pour les entreprises. De téléphones mobiles. Ouais. Voilà. Et en gros, donc toi, il fallait que t'ailles convaincre des boîtes de faire appel à vous. Ouais. Et du coup, j'étais au téléphone et je faisais des appels. École de dingue, ça. Mais parce que là, fou. tu dois te forcer, là. Ah, mais je crois que j'ai adoré. Moi, je crois que j'ai adoré parce que, en fait, il fallait, pareil, il fallait passer le maximum d'appels par jour pour tomber sur un moment, je sais pas, c'était la secrétaire, la bonne personne qui allait te mettre en relation avec la bonne personne pour essayer de identifier le besoin et derrière mais c'est un travail de fou, hyper dur finalement, enfin dur dans le sens où il faut faire beaucoup de volume, tu vois, d'appels, bien sûr, pour arriver à un moment à dénicher le bon appel qui va t'ouvrir la bonne porte et qui va te permettre de. Et je me souviens, moi j'étais un taré parce que je crois que j'avais les meilleurs stats je faisais 120, 150 appels, donc j'y allais, mais en fait c'est quasiment du sport, vraiment. Il fallait être le plus faire le plus de volume possible pour un moment. Voilà. Alors, il fallait aussi tomber travailler sur la pitch. Ouais. Et j'ai adoré. Finalement, c'est marrant parce que tu pars d'un paradoxe en te disant, c'est pas ma nature, moi je suis pas expansif ou je vais pas comme ça facilement vers les autres. Bah, je crois que je me suis découvert, je sais pas. Est-ce qu'on se découvre ou est-ce qu'il y a un truc dans l'idée d'entreprendre? Parce qu'en fait, on entreprend tout le temps quand on doit investir un nouveau poste. Finalement, c'est un peu la même chose. D'aller contre soi. Est-ce que c'est important parfois d'aller contre soi? Est-ce que c'est un truc que dans ta carrière sortir tu d'une l'as zone vécu? de confort peut-être, un truc comme ça. En tout cas de se dire ça me fait mal ou ça j'y arrive pas, je vais m'y confronter davantage pour mieux performer. Je crois pas que ce soit intentionnel. Je crois que c'est naturel. Enfin, est-ce que tu penses que c'est un bon truc par exemple pour ceux qui nous écoutent et qui dans le cadre de leur métier ou de leur projet se disent putain, ça c'est une zone dans laquelle je performe pas assez, il faut au contraire que du coup j'y aille plus. Mais moi, je vais te dire, qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est un peu bateau de dire, sors de ta zone de confort. Enfin, tu vois, j'ai pas envie de te dire ça pour dire ça. Je crois que moi, ce qui fait la force, je sais pas, parfois t'as des forces, et moi je crois qu'il vaut mieux renforcer ces forces et les maximiser plutôt que d'améliorer les faiblesses. Ouais. Enfin, ça veut pas dire qu'il faut pas améliorer ses faiblesses. Je crois qu'il faut être conscient de ses faiblesses. Minimiser pour minimiser l'impact de ses faiblesses. Mais je crois qu'il vaut mieux capitaliser sur ses forces. Voilà. Et je crois que tes forces, en fait, même si tu as des forces, je crois que t'as pas de limite, quoi. C'est pas parce que t'es le meilleur commercial que le meilleur veut dire que tu peux pas t'améliorer. En fait, c'est ça mon point. Je crois que même le meilleur commercial du monde, il a quelque chose à améliorer. Voilà. Et c'est se dire en permanence, quel que soit ton niveau de excellence, tu vois, t'as toujours un step il y a toujours quelque chose à aller chercher. Et toi, t'es du genre à dire capitalise sur tes qualités, tes faiblesses, elles vont monter, elles vont évoluer aussi. Quoi. C'est peut-être plus ça. Exactement. Et du coup, principe d'élévation. Si tu améliores tes forces, tes faiblesses, elles vont, ça va grimper aussi. Ouais. Moi, je le vois plus comme ça. Là, t'as découvert dans ce cadre commercial que tu pouvais aller vers ça. Après, ça va t'emmener vers quoi? Est-ce qu'à un moment, tu vas enfin dire
Ah, il y a peut-être une voie qui se dessine et. À moi, que là, tu veux dire 2006, moi-même bah ouais, dans mon. Mais après ce moment-là où tu te découvres bon vendeur finalement, parce que si t'as des bonnes stats, tu t'es découvert une compétence. Ouais. J'avoue que cette boîte voulait m'embaucher et j'ai décidé de pas y aller parce que. Pour pas s'enfermer. Non, je crois. Non, en fait, c'est le CEO de l'époque là, enfin mon directeur général, enfin celui qui gérait, qui avait développé l'entreprise, enfin qui avait créé l'entreprise, pardon. Roland, je me souviens, Roland Massenet. Et c'est un mec qui m'a. Ouais, ça c'est. J'ai des gens comme ça dans mon parcours qui m'ont inspiré, et lui il en fait partie. Même si j'ai pas bossé avec lui très longtemps, finalement 6 mois. Mais il m'a dit, Damien, en fait, c'est lui qui m'a dit. Si tu viens chez moi, et en fait, il voulait me recruter. Ouais. Donc, il aurait pu me dire, viens, je vais t'apprendre. Ouais. Mais. Tu vas te développer avec moi. Ouais. Et je lui dis, en fait, j'ai le choix entre deux choses. Soit je viens chez toi, soit j'ai été pris à ce qu'on appelle un master spécialisé pour intégrer une école de commerce. Et qui est une parisienne, et là c'est le côté un peu tu vois, quand t'es en France c'est le côté il faut cocher des cases. Je me disais j'ai pas coché la case de, tu vois, il faut un nom sur le CV, je l'avais pas. J'ai une école qui est une bonne école, tu vois, j'avais pas de nom. Et au fond de moi je pense que c'était peut-être une frustration, tu vois, de me dire putain il me manque un nom, je peux pas avancer sans ça. Et du coup je m'étais dit je vais essayer d'avoir ces noms, et il y avait des masters spécialisés qui te permettaient d'avoir ces noms. Et j'avais postulé pour ces masters et j'avais été pris. Et du coup, c'était soit je fais le master, soit je rentre dans le monde du travail. Et j'avoue qu'au début, j'étais plus en mode je vais rentrer dans le monde du travail. Parce que j'avais adoré cette expérience dans cette boîte, et je m'étais dit putain, c'est peut-être une boîte qui va grandir, et moi je vais peut-être participer à cette aventure. Oui, puis tu te sens compétent aussi à ce moment-là. C'est un truc qui est très important aussi. Mais surtout, j'adorais les gens avec qui je bossais. Moi, j'avais ce mec Roland qui m'avait fait confiance, parce que je pense que j'avais su me faire une place dans la boîte. Je me souviens, j'avais quasiment négocié le plus gros contrat de la boîte. C'était fou. J'étais jeune, et je me souviens, c'était un contrat avec la plus grosse concession Volkswagen en France. Les mecs, ils géraient, je sais plus. Ils géraient des centaines de concessions, et on était en train de négocier un contrat pour des milliers de lignes. Et c'était le plus gros contrat. Et c'est moi qui avais identifié, et du coup, j'avais fait, je me souviens, un rendez-vous avec le CEO de cette boîte et mon CEO. Et moi, j'étais un stagiaire. À la charnière du truc. Et il me dit, et mon CEO, je me souviens, il m'avait dit, c'est toi qui feras la presse. C'est toi qui seras dans ce meeting, le porte-parole de la boîte. Enfin, C'était ouf. Enfin, tu vois, qu'un mec me fasse confiance comme ça, alors que j'étais rien, quoi. Mais c'est des moments décisifs, ça. Et je crois que ça a été décisif. Et du coup, voilà, donc je m'étais dit, putain, déjà, j'ai ce mec qui me fait confiance, donc j'ai une place. J'étais personne dans la boîte, mais la boîte était petite, je voulais structurer, je sentais que le mec était ambitieux, il avait une vision, en plus, qui était hyper intéressante. Tu vois, il voulait créer il s'était dit, en fait, le modèle qu'il voulait répliquer, c'était le modèle de Dell sur la façon dont il vendait. Et Dell, à l'époque, c'était le plus gros succès dans tout ce qui est... alors, depuis Ils étaient dans toutes les boîtes. Et il m'avait dit, je me souviens, il y a un truc qui m'a marqué. Il m'avait dit, dans le modèle de vente, et ça, c'est un truc qui m'a suivi, il y a une boîte qui est en train de révolutionner la façon dont les entreprises B2B vont se développer. Cette boîte, elle s'appelait Salesforce. 2006. C'était déjà une boîte qui avait pignon sur rue, qui était déjà colossale, mais pas allée. Aujourd'hui, c'est la plus grosse boîte B2B au monde, quasiment. Et à l'époque, il m'avait dit, Damien, tu verras, cette entreprise, elle va complètement changer la façon dont les entreprises vont. Et aujourd'hui, c'est la plus grosse boîte B2B. Qu'est-ce qu'il avait identifié là-dedans, lui, à ce moment-là? En fait, il avait identifié toute l'émergence du SaaS. Tu sais, le modèle SaaS, c'est tu héberges ton logiciel dans le cloud, et ça te permet de passer plus rapidement à l'échelle pour développer des logiciels. Voilà. Aujourd'hui, c'est devenu une commodité. Mais à l'époque, c'était les premiers. Et lui, déjà, tout ça, il m'avait dit, Salesforce, tu verras, il m'a dit, c'était un peu d'argent, achète des actions. J'avais pas d'argent. Si je l'avais fait, c'est comme ceux qui ont acheté des actions Amazon à l'époque. Bref, je sais, il m'avait dit ça m'avait marqué. Et du coup, depuis, je suis cette boîte. Et cette boîte m'a suivi aussi, parce que c'est un peu une des raisons pour laquelle je suis là aujourd'hui. Bref, et du coup, il m'a dit ça, et c'est lui qui m'a dit, en fait, si tu
si tu suis ce master, tu vas effectivement cocher une case de... Et en France, on est dans un environnement où les gens, et moi ça me tue ça, ils regardent sur les CV, encore aujourd'hui, ouais, c'est ce que j'ai tu dit, vas ouais. sur Challenge aujourd'hui, tu regardes sur Challenge, t'as toujours, tu sais, une colonne, les gens qui sont promus dans les entreprises. Tu sais, quand t'es promu dirigeant, tout ça. Je sais pas pourquoi, moi je le lis toujours, parce que ça... Je sais pas, je me dis un jour je verrai des noms de gens que je connais. Enfin, et parfois quand je vois des gens, il y a pas beaucoup, mais je me dis, enfin, je sais pas pourquoi cette chronique-là, elle m'intéresse, c'est rigolo quoi. Et parce que t'as envie de t'y voir un jour. Non, honnêtement, non, mais peut-être que oui. Je dis ça avec l'ours du monde, moi. Tu sais, le M le magazine. Souvent, j'ai fait ça. J'ai dit, tiens, je vais peut-être voir des potes, en fait. Mais parce qu'à un moment, j'avais envie de. Ouais, t'as envie de dire. Non, mais il y a peut-être ça. En fait, il y a peut-être ça. T'as raison. Mais en fait, ce que tu vois, à chaque fois quand ils présentent le truc. C'est des produits d'école. Non, mais le premier truc qu'ils mettent, c'est ancien, de l'X, de HEC. Et moi, ça me tue. Comme si c'était une compétence. Exactement. Comme si il fallait, pour être compétent dans son travail, avoir coché cette case. Tampon, Et on en a encore là en France, quoi. Voilà. Ça, c'est ces castes-là, tu vois, c'est des castes. Je te dis ça, mais du coup, moi, j'ai participé au système puisque je l'ai fait. Ouais. Mais en fait, parce que si tu le fais pas, en fait, peut-être tu te fermes des portes. Et moi, j'avais pas envie de me fermer des portes. Et donc, quelle ligne t'as rajouté à ton CV? Du coup, j'ai rajouté la ligne ESCP. Tu vois, c'est une des 3 grandes de Paris. J'étais dans Paris. Une école incroyable. Et pour le coup, école incroyable. Oui, c'est pas le sujet. Cette école m'a ouvert l'esprit sur plein de trucs. Mais malheureusement. Non, c'est très bien que ça existe, c'est très bien qu'il y ait ces opportunités-là. En revanche, dans la lecture de ce qu'on fait des gens, ça devrait pas forcément être... Exactement. Voilà. Et quand tu coches cette case, après, quand tu vas dans des forums où tu as des entreprises... C'est un peu plus facile. Tu mets ton CV, tu as cette case. Ton CV, il est pas en dessous de la pile, il est un peu plus au-dessus. Et du coup, tu donnes le moyen d'intégrer des entreprises. Aux gens qui nous écoutent et qui vont se dire, non mais attends, en fait, je vais juste le rajouter à mon CV. Ce que j'ai fait moi, personnellement. C'est-à-dire rajouter des trucs que je n'ai jamais fait au début. Vrai. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, avec LinkedIn et tout, tu peux... après tu voilà, vois... j'ai fait ça. Allez, boum. Tu vois les gens qui mentent. Enfin, tu vois. Bien sûr. C'est facile. Je plaisante, mais... il y avait déjà qui le faisaient avant. Enfin, tu vois, il y en a plein qui l'ont fait, je suis sûr. Après, il y en a qui l'ont fait, ils ont réussi. Ils ont été plus malins. Why not? Enfin, tu vois, je suis en train de prôner ça. Hein, non, bien sûr. Non, mais je veux dire, je pense finalement... Non, mais c'est une clé. C'est une clé. Complètement. Et ça a été une des clés qui m'a permis d'ouvrir ces portes. Et du coup, ça m'a permis d'intégrer. Et en fait, une entreprise en conseil qui m'a ouvert d'autres portes et patati patata. Enfin, voilà. Et ça aide, mine de rien. Comment arrive The Fork dans l'histoire? Et The Fork arrive un peu par hasard. Je fais du conseil, j'intègre une boîte qui s'appelle Accenture, qui est le plus gros cabinet de conseil au monde. Aujourd'hui, c'est une boîte, il y a 800 000 employés. C'est un truc de fou. Moi, je suis arrivé, on était 160 000. Déjà, c'était énorme. Mais je suis arrivé dans un environnement qui m'a permis encore de sortir de ma zone de confort, parce que j'ai très vite été sur des jobs à l'international. Alors que je parlais anglais, mais comme j'allais dire une vache espagnole, c'était souvent. Mais tu vois, cata. Mais j'ai atterri à Amsterdam pour une première mission dans une boîte qui vendait des telco. Peut-être parce que j'avais couché la case telco avant. Mais j'étais sur des missions de transformation pour des gros projets de transformation dans des boîtes énormes avec des équipes énormes, des trucs. Voilà. Et du coup, j'ai fait ça pendant quelques années. J'ai fait 3-4 ans où en fait je voyageais toutes les semaines, des allers-retours entre Amsterdam, Londres, Madrid, Barcelone, truc. Sympa. Enfin sympa sur le papier, à un stage-là. Non mais incroyable. Fun. Parce que là on était des équipes projets, donc c'était pareil, une vie étudiante mais dans le monde du travail. Ouais. Donc c'était fou. Il y a ce temps charnière dans la vie, quand même, les premières années de boulot où c'est encore un peu... Et du coup, à un moment, ma femme que j'ai rencontrée à mon école d'ingénieur. Ah oui. Ouais. Ok, donc là, il y a un duo qui s'est formé depuis un petit moment déjà. Et à un moment, elle travaillait à Paris, je faisais des retours. À un moment, T'es bien gentil, mais... Ouais, c'est bien, mais à un moment, partir le lundi à 6h du matin, rentrer le vendredi à 20h, 21h, ou le jeudi, parfois, j'ai arrivé à rentrer le jeudi, et voilà. Waouh. Et c'est fatigant à un moment, c'est hyper grisant, c'est hyper voilà, mais à un moment c'est fatigant. Et du coup, il fallait que je trouve quand t'es dans le monde du conseil, en fait, les boîtes de conseil, elles sont incentivées sur
le taux d'utilisation des ressources. Et les ressources, c'est quoi? C'est la matière grise, c'est des gens, quoi. Ouais, bien sûr. Et du coup, il faut maximiser, mettre ces gens dans les entreprises qui vont payer des missions. Et donc, moi, il fallait que je sois utilisé le maximum. En fait, la matière première, c'est les people, quoi. Ouais, bien sûr. Et du coup, quand tu fais une première mission, si ça se passe bien, après, tout suit derrière. Et moi, tout suivait derrière. Ça se passait plutôt bien. Ouais. Je suivais le parcours un peu d'excellence au sein du truc. J'étais analyste, je suis passé, j'ai eu les promotions dans les temps, comme il fallait, truc. Tu vois, c'est un peu, là, pour le coup, plutôt bien. J'étais plutôt rapide dans l'ascension. Ouais. Et du coup, à chaque fois, on me donnait les bonnes missions, les trucs, les machins. Ou elle venait à moi, en fait, elle venait à moi plus naturellement. Enfin, ça se... Ouais. La route s'écrit. La route s'écrit, mais à un moment, il fallait que la route change un peu, parce que si je voulais arriver à Paris, il fallait que je sorte un peu des grosses missions internationales. En fait, t'étais obligé de bosser à l'étranger. Et du coup, comment ça s'est fait? Ça s'est fait que j'ai arrêté ma mission où j'étais à l'époque, j'étais en Roumanie pour Thales. D'accord, ok. Et je rentre, et là, il y avait deux missions, une mission qui devait s'enchaîner, c'était une mission pour Orange. C'était la plus grosse mission en France jamais vendue. Ok. Une mission, mais c'était des centaines de millions d'euros à l'époque. C'était un truc huge. Énorme enjeu. Huge. Et du coup, ils me mettent au début sur une petite mission Orange avant que j'intègre la grosse. Une petite mission où là, j'étais dans Paris, au siège d'Orange. Et il fallait en gros que je déploie des méthodos de développement produit, ce qu'on appelle des méthodos agiles. Et en fait, on appelle la méthode Scrum. Et en fait, tu crées des équipes produits qui travaillent en Scrum, tu vois, en équipe, avec des product leaders et compagnie. Et c'était un peu les nouvelles méthodes de développement de produits. Ouais, où on crée des pools pour. Exactement. Et donc, c'est la première fois que je rentrais dans un cadre un peu digital, tu vois, nouvelle façon de travailler, etc., etc. Et j'ai fait ça pour Orange. Ça s'est hyper bien passé. Et ma partenaire à l'époque, et du coup, elle voulait me mettre sur la grosse mission. Et c'est la première fois que j'ai dit non. Tu vois, moi, j'étais plus en mode, on me disait un truc, et ton boss qui dit, il faut que tu fasses ça, Damien. Soldat, je dis oui. Petit soldat, quoi. Exactement. Et là, c'est la première fois que je disais non. Et je me souviens, elle m'en a voulu. Enfin, elle m'en a voulu. Je pense qu'elle m'en a voulu, mais après, j'ai rebossé. C'est marrant, ça. Elle était déçue. J'ai repensé maintenant. Ouais, elle a été déçue parce que du coup, après, elle m'a plus parlé. Enfin, tu vois. Bref. Je dirais pas qui c'est, du coup, mais après, j'ai rebossé avec elle. Parce que maintenant, elle est chez Salesforce, elle. Ah oui, drôle. Et c'était c'est la big boss de Salesforce. Et moi, je suis un de ses super clients. Du coup, elle m'est revenue. Je lui en veux pas parce que maintenant, je rebosse avec elle et compagnie. C'est rigolo, quoi. Mais ça, elle sait pas, je lui ai jamais dit. Parce que je pense qu'elle, elle savait pas. Oui, c'était le truc de l'organisation. Et du coup, je me suis retrouvé là-dedans. Et du coup, il fallait que je trouve une mission. Et là, j'ai poussé pour trouver la bonne mission. Il y avait Mythic à l'époque. Mythic, créé par Marc Simoncini, qui se fait racheter par Match.com. Et il mandate Accenture pour gérer le post-merger. Et moi, j'apprends ça. Et je sais pas pourquoi, je me dis, putain, j'ai trop envie de bosser pour un Mythic. Parce que je me dis, je sais pas. C'était une belle marque, hein. Bah ouais. Une belle marque, mais un environnement tellement différent, des mastodons. Et j'avais un truc un peu nouveau. J'avais surtout envie de pas intégrer une mission, un truc où j'étais noyé. Et je sais pas, et là, j'avais l'impression que ça allait. Et du coup, j'ai intégré Mythic. Et je me suis retrouvé, alors, sur des sujets, sujets finance, des trucs ultra techniques. J'y connaissais rien. Mais bon, j'étais dans cette mission-là. Mais finalement, j'ai appris. Finalement, j'ai pris un peu de plaisir parce que, à l'époque, ils m'ont mis sur un sujet qui s'appelle les PCA. Les produits constatés d'avance. Je sais pas ce que tu sais ce que c'est. Pas du tout, non. C'est un terme comptable technique qui permet c'est une façon dont tu vas reconnaître du revenu dans une entreprise. D'accord, ok. Et en fait, à l'époque, Mythic, la façon dont ils gagnent leur vie, c'est en fait, ils vendent des abonnements. Et les abonnements, tu peux vendre des abonnements de 1 an ou de 12 mois. Enfin, de 1 mois, 12 mois et compagnie. Et quand tu vends sur 12 mois, tu vends, toi. Oui, c'est une forme d'anticipation de ton revenu. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu calcules ton revenu. Bref. Et quand ils se font racheter, ils font des audits sur des process, des outils. Pour pouvoir valoriser et se dire, en fait, nous, le potentiel, il est là. J'ai découvert qu'ils avaient mal constaté le revenu sur les PCA. Dans le bon ou dans le mauvais sens? Mauvais sens. Ah, putain. Et du coup, ils ont dû faire un profit warning et compagnie. Non, mais du coup, ça a eu des conséquences assez énormes. Bah oui. Et parce qu'ils avaient fait ça, je sais pas comment. Et moi, j'ai décelé le truc. Et du coup, vous êtes les gars. En fait, vous allez gagner moins que. Du coup, ils ont été dévalorisés. C'est ça.
Non, ça a été assez ouf, ça. Bon, bref. Merci d'être venu. Moi, ils m'ont payé des millions. Je sais pas enfin, moi, ils m'ont pas payé des millions, mais. Ouais. Et du coup, moi, je me suis retrouvé sur cette mission et finalement, je suis resté quasiment 1 an et demi, 2 ans chez Mythic. J'ai fait plein de missions chez eux. Et en fait, la DAF adjointe à l'époque de Mythic a rejoint The Fork. Et moi, j'ai pris plein de missions et c'est là que j'ai évolué manager chez Mythic dans mon progression de carrière. Ouais. Quand tu es manager chez Accenture, tu commences à évoluer vers des jobs un peu différents où tu commences à faire de la vente. Ouais. Parce qu'en fait, le modèle d'Accenture, c'est pas un modèle où tu as des commerciaux qui vendent les missions et tu as des consultants qui déploient les missions et qui délivrent les missions. Là, quand tu évolues vers du management, tu les petit à drives. petit, tu continues d'avoir des équipes qui font les missions, mais tu évolues de plus en plus vers de la vente, du commercial. Et moi, j'aimais bien ce modèle-là, parce que t'es pas sur un modèle pur, t'as les vendeurs, t'as les trucs. La vente se fait un peu naturellement, parce que tu crées des liens avec tes clients, et du coup, après, tu leur montres que t'as l'expertise, et derrière, tu trucs. Et du coup, moi, j'ai évolué vers du management, et je me voyais bien sur ce mode-là. Et donc, Mythic, à l'époque, notre partenaire Mythic, c'est lui qui gère la mission chez Orange. L'énorme mission. Et donc, Mythic, pour lui, c'était un petit truc. Et Mythic recrutait de plus en plus de profils externes parce qu'ils grossissaient et tout. Et donc, ils ont beaucoup recruté chez Accenture. Moi, à un moment, ils ont voulu me recruter. J'ai dit non. J'ai pas voulu parce que tu voulais rester dans le, Et j'étais bien là où j'étais chez Accenture. Et je venais de passer manager et ils me filaient de plus en plus de missions. Et donc, j'ai repris de plus en plus de missions. Donc, au début, j'étais consultant. Après, je suis passé manager. J'ai géré une partie des équipes chez Mythic jusqu'à gérer tout le compte Mythic. Parce que finalement, tous mes managers au-dessus... T'étais le monsieur Mythic de chez Accenture. Exactement. Ok. Et ça, c'était un truc de fou parce que je gérais un budget de plusieurs millions. C'est plus petit que la mission Orange, mais t'es le chef du village. Ouais, exactement. Sylvie est arrivée chez La Fourchette à l'époque. Ouais, La Fourchette venait de lever, je sais plus si c'était 8 ou 12 millions, je sais jamais. Mais c'était une grosse levée à l'époque. Parce qu'à l'époque... lever de l'argent en France, c'était compliqué. 2012. Ouais, déjà, c'était même pas un sujet. Enfin, je veux dire, tu vois, on n'en parlait pas. Ouais, exactement. Aujourd'hui, 2012, tout le monde lève sur... Voilà. Enfin, après, ça, tous les voisins. Les bas. Mais 2012, c'était il y a 13 ans. Il y a 13 ans, l'environnement de la tech n'avait rien à voir. Et du coup, Mythic lève, La Fourchette lève 12, et du coup, a besoin de structurer pour utiliser au mieux cet argent pour développer et scaler son activité et tout. Et il recrute une DAF. Et la première DAF, c'est Sylvie. Et Sylvie, j'ai bossé avec elle. Je garde le contact avec elle. Et du coup, on garde le lien. Je la revois parfois. Et un moment, du coup, La Fourchette cherche à recruter des gens pour les aider à structurer et accélérer leur croissance. Et ils recrutent 2 personnes. Un CEO, un numéro 2, et un CMO, un numéro 2 bis, un numéro 3. CEO, il recrute un mec VP monde de SAP. SAP, une des plus grosses boîtes qui vend des logiciels dans le monde. Un mastodon, une machine de guerre sur des modèles de vente. Gros profil, le mec qui débarque. Et un CMO, le CMO d'SFR, qui gérait la partie mid-business, tout ce qui est PME et compagnie. Patrick Azdaghi et Olivier Thierry qui rejoignent pour avoir en gros 2 profils très sharp qui permettent de changer. Enfin, tu vois, c'est un moment de la boîte où ils ont été start-up, ils ont montré qu'ils avaient un produit qui pouvait avoir de l'impact, ils ont de l'attraction et tout. Ils ont convaincu, ils ont levé. À un moment, parfois, pour structurer, il faut apporter de l'expertise de l'extérieur parce que tu as besoin de... Donc là, on fait appel à des mentors, enfin des cadors en tout cas de leurs trucs qui vont... Et là, ces mecs-là... Et ces mecs-là, ils ont besoin d'avoir des gens qui les accompagnent dans leur mission. Et là, il y a ce CEO, donc Olivier, qui cherche à recruter, en gros, quelqu'un, c'est un peu son padawan. Son bras armé, pour l'aider sur ses missions, trucs, machin. Et du coup, Sylvie, donc Olivier ou pas, Sylvie vient me voir, elle me dit, Damien, putain, il faut que tu rejoignes La Fourchette, il y a un poste qui est fait pour toi. Et moi, ça faisait 6 mois que j'étais passé manager, ou 1 an, je sais plus combien. Je dis, franchement, non, c'est sympa, mais... moi, je suis hyper bien où je suis. Je suis trop bien là où je suis. J'adore ce que je fais. J'adore l'environnement dans lequel je travaille. Y a pas de... Voilà, ok, bon. Donc, on en reste là. Et je continue de voir Sylvie, tu vois, on se revoit tous les mois, tous les 2 mois, j'en sais rien. Et elle continue d'insister. Sylvie, elle lâche rien. Et je lui dis, non, franchement, je suis hyper bien. Et elle continue, et je sais pas, ça dure au moins, franchement, ça dure longtemps. 3-4 mois, voire 6.
Et elle finit par je sais pas comment, mais elle finit par me convaincre de au moins Va voir, ça coûte faire rien. un rendez-vous. Ouais. Et du coup, j'accepte. Et j'accepte pourquoi ? Parce que quand je suis rentré chez Accenture, tu vois, il y a des trucs comme ça, hein, tu vois, des moments. Ouais. J'ai mon partenaire, avec qui je m'entendais hyper bien, qui m'a dit un jour, Damien, un conseil que je peux te donner, c'est tous les ans, le meilleur moyen de faire un bilan, c'est va voir ailleurs. Ouais. Et va voir ailleurs, c'est va voir, réponds à une offre, voir réponds ce à que une tu vaux. sollicitation. Ouais. Et en fait, c'est le meilleur moyen de te prendre du recul, savoir où t'en es, Ce que tu veux, ce que tu te vaux. poser les bonnes questions Ouais. pour repartir de l'avant. Pas mal, ça. J'ai adoré. Ouais. Et en fait, je l'avais pas fait, mais je me suis souvenu de ça, je crois. Et je me suis dit, je vais le faire là. Ouais. Et depuis, je le fais tous les ans, quasiment. Et je le dis à toutes mes équipes. Ouais. Je le dis tout le temps à mes C'est équipes. bien que les boss le sachent. Ouais. Tous les ans, potentiellement. Ouais. Et il peut partir. Bah non, mais c'est même pas ça. C'est plus. Ouais, je savoir. dis à les équipes, mais. Enfin, tu vois, je Oui. donne De ce toute façon, ça n'empêche pas. truc, mais Enfin, voilà, en fait, si les choses doivent se faire, elles se en font. fait, quand t'es Mais, dans une entreprise, t'es pas dans une prison, quoi. hmm. Et on sait de toute façon que les boîtes, on le fait, nous. Ouais, ouais. Donc c'est hypocrite de dire, tu vois. Après, je suis pas en train de dire, je dédie du temps à mes équipes dans leur agenda pour qu'elles aillent voir ailleurs. Heureusement que ton, Ouais. je suis pas taré. Mais, tu vois, c'est normal, quoi. Enfin, c'est naturel. Enfin, et au contraire, je pense que, moi, je trouve ça simple parce que si tu te poses ces questions, tu vas te poser les bonnes questions pour Ouais. les raisons pour lesquelles tu restes. Et si tu Juste restes, comme ça. Et si tu restes, ça veut dire que c'est tu restes gagnant. pour les bonnes raisons. Ouais, carrément. Et du coup, je me suis posé, enfin voilà. Et c'est ça un peu qui m'a fait, qui Donc m'a toi, provoqué. tu vas prendre la C'est les deux. température et... C'est les deux. Ouais. Et du coup, je suis, je fais cet entretien. Et je me souviens du moment où j'ai ouvert la porte de cette salle de réunion. Et là, je tombe sur deux personnes. Celui qui devait être mon boss, donc Olivier Thierry, et Bertrand Gélin-Sperger, fondateur de La Fourchette. Et je passe un entretien, je crois qu'il s'est bien passé, puisque finalement j'ai rejoint The Fork. Mais moi, j'en garde un souvenir incroyable parce que j'ai vu en face de moi deux gens avec qui j'avais envie de bosser, quoi. Au début, sur le papier, je venais, moi, j'étais chez Mythique, j'avais j'avais une quinzaine de personnes qui bossaient dans mes équipes, jeune manager, tu vois, j'avais pas 30 ans. Ouais. Gérer un budget de plusieurs millions. Cadre génial. Ouais, et puis première ligne, t'es en première ligne. Ouais, j'étais en première ligne. Ouais, oui. J'étais en Ce qui est plus, première c'est plus ligne. la même... Et du coup, là, je repars au fond de la cale, hein, je peux te dire. Mais au fond, profond. Je le savais pas au début, ça. Mais quand je dis la job desk, c'était pas le truc qui me faisait... ouais. Je me disais... parce que je repars tout seul, pas d'équipe. Et ma mission, c'est en gros d'aider la boîte à développer ses opérations en développant des outils, des trucs, des machins. Donc, je repars sur un truc... Ouais. Où voilà. Et du coup, je fais ça. Donc, je me retrouve chez La Fourchette. Et en fait, je suis un peu le mec qui fait tout, quoi. Ouais. Il y a des missions. Moi, je suis bon soldat. Je dis oui. Et je prends des trucs. Il y a de tout. Première mission. En fait, la boîte est en train de se structurer, a besoin de montrer qu'elle peut passer le point de break-even. Ouais. Et du coup, pour ça, il y a des process. Et en fait, tu te rends compte, il y a des process qui sont tellement lourds en termes de ressources et qui n'ont aucun sens. On vend de la techno aux restaurateurs. Donc les restos, nous, on leur permet d'être réservables en ligne. Ouais. Donc tes restaurateurs, tu peux être réservable sur ton restaurant en direct, ton site web, Ouais. et aussi avoir des leviers qui te permettent d'attirer des nouveaux clients. Et nous, ce qu'on te permet, c'est d'avoir un outil qui te permet de gérer toutes tes réservations. Et donc, ça te permet de gagner du temps. Ouais. Parce qu'en fait, Tu centralises. Lui, il importe ça sur son site. Toi, t'as pas, via La Fourchette, ça passe. C'est un gain de temps de fou. Ok. Plus de canaux Et au même endroit. la moitié des réservations à l'époque, on avait des agents à Barcelone qui décrochaient leur téléphone. Donc, toi, David, tu réserves dans un restaurant. Derrière, t'as un agent qui décroche son téléphone, enfin qui sait que t'as fait la réserve, qui appelle le restaurateur, qui lui dit bonjour, j'ai David qui réserve pour ce soir à minuit 30, faut vous activer. Truc de fou. C'est génial. Alors qu'on a développé tous les outils qu'on a aujourd'hui. Hein. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Tout ce qu'on a Mais c'est pas aujourd'hui mis en place. existait à l'époque. D'accord, ok. Mais c'est pas utilisé. Parce que les restaurateurs, à l'époque... Ouais. C'est trop 2012. compliqué, je veux pas rentrer dedans. Ouais. Dingue, ça. Et du coup, 50% des réserves comme ça. Mon premier job, on se dit, Fermer ce robinet. bah ouais, ça coûte trop cher. Ouais. Moi, j'ai des dizaines d'agents à Barcelone Ouais. qui font ça.
qu'est-ce qu'on peut faire? Perte de temps, perte de trucs, là, Donc, on ouais, dit, qu'est-ce qu'on peut d'argent. faire? Et on se dit, on va mettre en place une espèce de réponse, c'est un serveur vocal interactif. C'est quoi? Parfois, t'as des répondeurs qui Ouais. t'appellent et c'est une voix Ouais. qui est enregistrée, qui te dit un truc. Ben, on va faire ça. Donc, on fait ça. 1er janvier, je m'en souviens pas. 1er janvier moi, j'arrive en septembre 2013. On déploie ça 1er janvier 2014. C'est assez rapide, tu sais. Ouais. 4 mois. Ouais. Le truc, au début, le restaurateur. Vent debout. Mais attendez, on n'est pas des robots, des trucs. Je comprends. C'est violent. Parce qu'avant, t'avais des agents hyper sympas. Ouais. qui te Bonjour transmettent des Serge, trucs. alors je vous appelle Bonjour, parce que- moi Ouais. c'est Damien. Ouais. C'est cool. Mais nous, on peut pas se le permettre. On n'a pas les moyens. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc là, du coup, on automatise Et là, le process. Et là, on se prend, voilà. Mais ça change tout. Parce que finalement, on passe de 50% à moins de 10% en peut-être 3 mois. Ah ouais. Et ça permet à nos équipes qui faisaient ça, où c'est des tâches très peu valorisantes, Ouais. de travailler sur Hyper des chiant. trucs Ouais, ouais. vachement plus valorisants. Du vrai service client, t'apportes de la vraie valeur, Ouais, du ouais. truc, du machin. Voilà. Donc j'ai fait ça pendant 1 an. Et en parallèle, on était dans la phase où il fallait qu'on aille chercher du financement. Parce que la boîte venait de lever un an avant, mais c'était pas suffisant. Ouais. Parce que on était ambitieux. Et c'était on- perçu comment? Par Toi, les parce que tu parles de restaurateurs. ça. Ben, par les deux, parce que là, on parle de restaurateur, Ouais. tu parles d'usage et de, Ouais, donc ouais. de quotidienneté professionnelle. Très Ouais. mal. Et non, mais il y a aussi l'usage, et ça faut que tu nous le racontes, des clients. Quand vous débarquez, quand tu le dis, Ouais. qu'on décroche encore son téléphone, ah, machin, Ouais. que ça tend, c'est que on n'a pas encore le réflexe et on en est loin de se Ouais. dire, Très- je clique, je très réserve. clairement. Non, mais côté C'est client, dur, là, vous êtes sur un truc. côté client, on est en train de créer, et on voit de plus en plus de gens qui réservent en ligne, mais on est en 2012, c'est pas encore... Pas du tout un tu réflexe. réserves- Ouais, non, mais tu réserves quand même tes billets de train, tes hôtels et tout, quand même, à l'époque. Hein. Ouais. Donc, ça a quand même... Mais dans la restauration, le réflexe, c'est le téléphone. Tu vois, et encore aujourd'hui, on est sur un point Ah de oui. bascule, mais t'as encore la moitié des réservations qui sont faites par téléphone. C'est notre premier concurrent, entre guillemets, aujourd'hui, quasiment, encore aujourd'hui. Ouais. Mais on est à 50-50, probablement. J'ai pas les chiffres exacts. parce que Ah ouais. mais Drôle. tu vois, on a encore des gens qui prennent du cahier papier, truc. Mais à l'époque, on est à 95% qui se Ouais. téléphonent. Donc voilà. Donc ça, c'est une vraie transformation. Les restaurateurs, comment ils réagissent, les premiers, mais ils nous disent, non mais attends, what the fuck, quoi. C'est pas possible que ce soit un robot qui m'appelle, moi j'arrête de bosser avec vous. Enfin, tu vois, les restaurateurs, c'est des gens qui sont... Ouais. Et eux aussi, ils ont cette habitude-là. Parce Et que je moi, je me comprends. rappelle être allé voir des mecs pour leur proposer Ouais. des idées comme ça. Et ils m'ont dit, non, mais en fait, c'est chiant parce que je vais avoir mon carnet, Mais bien sûr. plus ta tablette. Mais je les comprends. Déjà, on leur Moi, j'ai leur arrêté dit, là. Je me suis dit, bon, les je te fins d'idée. change complètement ta façon de travailler. Ouais. What? Je te mets des avis. Les gens, tous les jours, Ouais. ils te disent ce qu'ils pensent de toi. C'est comme si toi, tous les jours, Ouais. comme si moi, Tu tous te les jours, prenais en j'avais pleine des face. gens. Et bien, en fait, publiquement, Hyper dur. En mes plus, équipes publiquement, publiquement c'est vont vrai. dire ce que j'ai fait. Ouais. Et parfois, je fais de la merde. Ouais. Et du coup, tous les jours, mes équipes vont dire, bah, Damien, il a fait de la merde. Ouais. T'imagines? C'est Non, chaud, quoi. j'imagine pas. Bah non, moi non plus. Donc c'est chaud. Mm. Alors ça existe aujourd'hui, hein. Ouais. Pour les entreprises, ça s'appelle Ouais, oui. Glazor. Tu vois, ça existe. Mais c'est pas tous les jours, c'est pas tous les trucs. Ouais. Donc c'est hyper chaud. Et donc voilà. Et donc non, là on leur dit, bah jusqu'à maintenant vous prenez par la main, t'avais un agent hyper cool, un truc, et maintenant c'est fini, c'est un robot. Et donc en fait ce qui se passe, c'est que les restaurateurs, au moment ils en ont marre d'avoir un robot toutes les 15 minutes qu'ils appellent, Ouais. et du coup ils font le switch. Et donc on les a un peu forcés. Mais, Comment on accompagne ça? Comment tu gères ce truc-là? Parce que Et là, on a- toute l'histoire de. Ouais. Pour moi, c'est toute l'histoire de The Fork. ouais, C'est qu'il a Alors, fallu voilà. faire de la pédagogie, exactement. accompagner Et ça, c'est- un changement d'usage. Non mais souvent les boîtes, il y a un truc, t'as un changement d'usage, la boîte arrive après, Ouais. j'ai la solution. Vous, Ouais. il y a un changement Ouais. d'usage et pendant Ouais. le changement d'usage, vous devez y Ouais. participer, y contribuer. Vous êtes à la fois Ouais. un acteur et à la fois, Ouais. enfin, Ouais. Mais je crois que, en fait, c'est ça qui fait partie de l'ADN de The Fork, c'est ce côté service. On a, tu vois, aujourd'hui, on est quasiment 1000 dans la boîte. La moitié des équipes, c'est des gens qui sont au service des restaurateurs. Service pour développer de la techno, mais service pour les accompagner aussi. Et ces gens-là, et ça passe par quoi, pardon? c'est en fait, moi, j'ai des gens, ils sont là. Leur job, c'est tous les jours de travailler avec les restaurateurs, donc les appeler pour comprendre comment Les prendre en main les problématiques. outils, Ouais. comprendre leurs problèmes, trouver des solutions. C'est exactement ça. C'est ça leur job. Voilà. Et bien ça, on le fait depuis 17 ans. Ouais. Et on continuera de le faire. Parce que, malgré, évidemment, notre enjeu, c'est de développer de la techno, des outils qui soient les plus simples possibles, le plus intuitif possible. Ouais. Mais les restaurateurs, ils ont pas de temps aussi.
Donc nous, il faut qu'on leur fasse gagner du temps et parfois c'est avoir le bon service au bon moment. Et parfois c'est l'agent ou le camp manager ou c'est le chargé de clientèle qui va l'apporter. Mais parfois ça sera l'outil qu'on leur met à disposition. Vous allez sur le terrain parfois ou pas? Ouais. Ah oui, on y va. On y va. Ouais, on y va très régulièrement. On a des équipes un peu partout en France, sur tous les territoires. Là, je parle de la France parce qu'on est en France, mais on le fait partout. On reste sur le terrain. On veut rester sur le terrain. On crée des moments aussi avec les restaurateurs. Ouais. Où, il y a vachement de choses. Il y a de l'événementiel, par exemple, qui s'est créé hyper fort pour créer du lien, ça. Exactement. Il y a 10 jours. Les awards que vous avez. Les awards The Fork. Ouais. Il y a 10 jours, on était au dîner entre chefs. C'est un truc qu'on fait j'ai vu. une fois par mois quasiment. Et l'enjeu, en fait, l'enjeu, c'est quoi? C'est d'être en proximité de nos clients. De devenir un acteur de l'histoire. En fait, vous voulez être dans le paysage. Ouais, je pense qu'on y est un petit peu quand même aujourd'hui, oui, et avec humilité. Mais ça se travaille, ça se travaille. Ça s'entretient, ouais. Ça s'entretient. Et en fait, ça passe par comprendre qui sont nos clients, comment ils travaillent, et être à leur contact. Et donc, on a nos équipes. Le premier contact, tu vois, ça c'est marrant. Je dis souvent aux équipes, parce que souvent on dit il faut qu'on communique plus sur qui est The Fork. Et c'est vrai qu'on a eu, et on l'a toujours probablement, cette image de derrière c'est une boîte noire, c'est un algorithme, c'est un truc, tu vois. Moi, j'ai entendu. Il y a le côté anglais aussi, même le nom fait qu'à un moment tu te dis c'est un truc déporté, c'est un groupe, on sait pas qui est là. Exactement. Mais ça, j'entends encore. Ouais. C'est les Américains, c'est des trucs, c'est machin. Et en fait, quand ils nous voient qui on est réellement, ça change tout. Est-ce que tu penses que les gens ont besoin de toi? Est-ce que les restaurants ont besoin de The Fork? Parce que moi, c'est une question que je me pose. Quand tu as des études qui tombent et qui disent, par exemple, parce qu'on peut prendre les chiffres et les raconter comme on veut, tu vois, que The Fork et TripAdvisor, parce que de fait c'est lié désormais, génèrent tant de milliards de dollars en global pour les restaurateurs, tu te dis, attendez, c'est pas parce que The Fork existe que je vais manger chez Michel. Moi, si j'ai envie d'aller manger chez Michel, jusqu'à preuve du contraire, je pourrais y aller. Mais je vais te dire, t'as tout à fait raison. Sans nous, si demain The Fork arrête, des gens continueront d'aller au restaurant. Voilà. Si la question c'est ça. Point de base. Non, mais ça, ok. Parce qu'en fait, tu peux téléphoner, tu peux te déplacer. Ouais. Voilà. Donc, mais comment, c'est intéressant d'un point de vue business. Du coup, comment on s'inscrit là-dedans? Eh ben, nous, comment on s'inscrit là-dedans? C'est que nous, on essaie de trouver des solutions pour faire en sorte que les gens, ils y aillent encore plus régulièrement. C'est quoi les leviers? Et que les restaurateurs, ils se concentrent sur leur mission. Parce que leur mission, elle a vachement évolué depuis des années. Et ils ont déjà beaucoup de métiers à prendre en considération. Le digital a apporté, on en a parlé, les avis. Comment gérer mes avis. Les réseaux qui... En fait, aujourd'hui, c'est devenu une commodité d'être en ligne. Donc, t'es pas en ligne, tu passes à côté, tu peux. Mais sur du long terme... Tu perds un flux qui est considérable. Mais même, tu n'existeras pas. Tu n'existes pas. Je dis pas ça pour... Tu pourras plus exister. Honnêtement, il y en a, et je te dis pas que tu n'auras pas l'exemple du restaurant qui est sur un mode de truc. Oui. La petite exception, la petite storytelling du mec avec son carnet, son téléphone. Exactement. Mais aujourd'hui, les gens, pour aller au restaurant, la première chose qu'ils font, ils vont en ligne. Enfin, regarde, on est trois autour de la table. Qu'est-ce qu'on a à côté de nous? Le smartphone. Non, mais moi, je réserve, de toute façon, les plateformes, je réserve par les sites, j'appelle quasiment plus les restos. Il faut mieux le voir comme un vecteur de développement. Enfin, c'est pas le voir, c'est que c'est un vecteur de développement. Comment tu l'utilises au mieux? Et c'est ça l'enjeu. Comment je l'utilise pour répondre à mes problématiques du quotidien. Et donc, mes problématiques, parfois, je suis restaurateur, j'ai pas le temps. Ok. On sait que le staff, c'est probablement le plus gros pain point de tous les restaurants. Eh ben, équipe-toi d'outils qui vont te faire gagner du temps. Plutôt que qui vont concentrer sur ce truc-là. Putain, je prends du téléphone. Ça veut pas dire arrête pas le téléphone. Nous, on leur dit pas. On leur dit, nous, on va comprendre comment vous travaillez. Et on va enlever certainement un peu de bande passante. On a des outils pour vous faire gagner du temps. Typiquement, on a lancé un nouveau truc qui vient de sortir. T'es restaurateur, quelqu'un t'appelle, tu sais qui t'appelle. Parce qu'on se connecte à leur ligne téléphonique. Donc, tu sais, David appelle, le truc appelle, moi, sur mon téléphone, t'as une petite popine. Tu vois, David, tu vois, là, je l'ai, parce que là, je te montre. J'aime bien faire des démos en direct. Alors, sur le podcast, c'est compliqué. Mais ça peut, tu vois. Je vois, c'est David qui appelle. Si je réponds, je pourrais directement, parce que si tu m'appelles, que je suis restaurateur, en général, t'appelles pour prendre une réserve. Parce que tu veux réserver. A priori. Oui. Ou annuler.
Ce qui est bien. Ce qui est bien. Ce qui est bien. Parce qu'on sait le Ouais, sujet ouais. des no-shows. Ouais. Ou dire, je veux changer un truc. Ouais. Mais du coup, ça veut dire, donc ça, il faut que tu sois, donc le fait de dire, bonjour David, Ouais. Ok, pas mal. monsieur, ça Pas dépend. mal. Déjà, ça envoie un autre signal. Cool. Deuxième truc, comment je peux vous aider? Ah, ben, j'ai réservé pour ce soir pour 2 personnes. Là, direct, tu cliques sur David, tu vois la résa, tu fais le changement direct. Donc, plutôt que te dire, attends, David, attends, je vais chercher mon agenda. Donc, tu perds 30 secondes pour aller Ouais, chercher ouais. le truc. Tu vas direct. Donc, tu vois, c'est ce genre, là, c'est un petit exemple. Ouais, ouais. J'en ai tellement. On prend que les le métier process, d'un on les rest- décompose et on voit où on peut Mais quand fluidifier. tu vois, le métier de restaurateur, c'est un des métiers, honnêtement, les plus durs du monde. Ouais, Je crois ouais. vraiment. C'est un métier qui Tellement. compose tellement de choses, de métiers, qui demande Mais tellement de t'as 10 000 compétences. métiers. Ouais, ouais. Tu vas au marché. Ouais. Tu dois gérer des réseaux sociaux. Tu fais la bouffe. Ouais, T'accueilles des clients. Tu trucs. Tu gères une Tu ampoule dois qui a fidéliser tes pété. clients, leur envoyer des communiqués. T'as une fuite, faut que tu sois. Ah, Ouais, ouais. Tes plombiers, tes trucs, tes Mhm. machins. Non, c'est un métier ultra dur. Ultra dur parce que mais aussi qui doit être tellement enrichissant parce que tu fais tellement de choses. Enfin, tu vois, c'est Mhm. voilà. Mais du coup, il faut savoir ce que tu veux faire. Là où vraiment, en tant que restaurateur, je crois que c'est ça qui c'est quoi ton enjeu et c'est quoi ta priorité. Et en fonction de tes priorités, c'est utilise les bons outils. Ouais, ouais. Et t'en as, ils vont me dire non, moi je veux que la résa, j'ai encore des agents qui prennent les réserves. Très bien. On a aussi des outils. Ouais, ouais. Chacun doit Et composer. exactement. Les outils sont sur la Ouais, table, ouais. chacun son. Exactement. 2 choses. Qu'est-ce qu'on fait des avis aujourd'hui? C'est Ouais. un vrai sujet, les avis. Quelle est votre politique par rapport à ça? Comment vous Alors, les... Alors nous, déjà, les avis, t'as un élément sur lequel on se différencie par rapport à tout ce qui existe par ailleurs. C'est que nous, pour déposer un avis sur The Fork, il faut que ce soit un avis qui soit qualifié. Donc pas d'anonymat? C'est ça que ça veut dire, qualifié? Qualifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'avis qui est déposé pour n'importe quel restaurant, nous, on a un tiers de confiance entre le consommateur et le restaurateur. Ouais, ouais. Et ça veut dire que cette confiance, il y a de la traçabilité. Quand tu réserves, on sait qui a réservé. Quand le client arrive au restaurant, le restaurant nous dit « ce client est venu au restaurant, chez moi », Ouais. parce qu'il a la solution pour dire « David, c'est il pas est venu, un- je l'ai accueilli, Ah ouais. c'est cool, en plus tu l'accueilles bien. Il s'est assis, et donc je mets dans mon logis assis. Et c'est que quand tu es sorti du restaurant qu'on t'envoie un formulaire de La dépôt d'avis. possibilité de. Ok. Et la possibilité de. Donc ça veut dire que pas de critique si t'as pas été client, si t'as pas vécu l'expérience. Exactement. Ok. Et ça change tout. Parce que nos avis, ils sont tous vérifiés. Et du coup, le contenu, on sait qu'il est approuvé par, c'est nous le tiers de confiance, mais c'est le client qui a été au restaurant, et c'est bien le bon client qui a été dans le bon restaurant. Et les restaurateurs, Et ils qui a sont une ok vraie avec ça? expérience. T'as pas des restaurateurs qui te disent. Ça change tout. Parce ouais. qu'aujourd'hui, les restaurateurs, ils disent encore, et les faux avis, le faux truc, on sait que c'est un des enjeux. Ouais. Donc et on sait que, voilà. Et du coup, le restaurateur, c'est un outil pour lui, pour comprendre parfaitement quels sont, parce que l'avis, c'est pas juste, je mets un commentaire, une étoile. On va beaucoup plus loin sur le formulaire pour essayer de qualifier au mieux l'expérience et derrière, d'aider le restaurateur à comprendre quels sont tu vois, on revoit un truc tout à l'heure, mes points forts, mes faiblesses. Ouais. Tes points forts. Vous les accompagnez ensuite là-dessus? Exactement. Capitalise sur tes points forts. Tu vois, quand on se disait c'est la même chose. Capitalise, fais-le savoir. Mais comment? Ah oui, d'accord. Si t'as la Donc vous les meilleure- aidez dans leur com après, par exemple? Eh ben, on peut, Ça se traduit comment? on a en tout cas les outils. On n'est pas nous, on n'est pas là pour conseiller les restaurateurs sur comment tu communiques sur toi. Ouais. On est là pour te donner un outil qui va te permettre de communiquer. Après, Ok. toi, Tu fournis. il y a Ok. c'est ton, on n'est pas un, tu vois, entre guillemets, on n'est pas un guide, un critique à son- Tu vois, nous, on a un intermédiaire. Mais on a t'éclaires des solutions. trucs et après Exactement. Et moi, je te donne la donnée et j'essaie Ouais. de te la rendre la plus digeste et digeste orientable. possible pour qu'elle soit actionnable. Actionnable, ça veut dire quoi? J'en J'ai fais des quelque commentaires. chose. Sur les commentaires, on a même une IA aujourd'hui qui lit tous les commentaires. Parce que c'est long de lire des Bah oui, commentaires. bien sûr. Ouais. Quand tu as des restaurateurs qui, tous les jours, processent des centaines de raisins, Hmm. et ben lire sans avis. Ouais, c'est un job. Et du coup, Et là, ça on fait a le une tri. IA, Ouais. il te trie le truc, il te dit voilà tes points forts, voilà tes points faibles. Et sur la base de ça, tu prends les bonnes décisions. Pas mal. Ça, c'est cool. Ok. Et voilà. Un exemple, mais j'en ai plein d'autres là-dessus. Voilà. Donc, je crois que sur les avis, l'enjeu, c'est, tout le monde, donc, Faut aller chercher de la utilise les pertinence. meilleurs outils. Va chercher de la pertinence. Ouais, ouais. Exactement. Et je crois que ça, c'est un des enjeux. Surtout, là, j'ai parlé d'IA, on sait que on voit bien, l'IA, on entend l'IA, parler d'IA tous les jours. Ouais. Tous les jours. Dans tous les secteurs, trucs. Un des enjeux de l'IA, majeur, c'est,
d'avoir du contenu pertinent. Parce qu'aujourd'hui, tu peux très bien avoir des IA qui vont te créer des avis. Qui te et tout. plante. Et du coup, l'enjeu de demain, c'est d'aller sourcer l'information au bon endroit et que ce soit une information qui soit pas créée par l'IA. Parce que sinon, on rentre dans un monde où il y a plus d'authenticité. Ouais, bien tu vois ce que sûr. je veux dire. Et du coup, c'est ça, nous, qu'on apporte. On est tiers de confiance qui permet de garantir la donnée. Et d'être sûr que la donnée, entre la personne qui crée la donnée et la personne qui la met en avant, qu'elle soit pertinente, fiable et authentique. Et je crois que c'est ça qui fait notre spécificité aujourd'hui. Voilà. C'est qu'on est un tiers de confiance qui crée de l'authenticité. Et tu vois, on revient sur le souvenir. Mais le souvenir, c'est facile de créer des souvenirs. Moi, je peux te raconter des histoires en te faisant storytelling, en disant tout ce que je t'ai dit, j'aurais pu. Tu vois. Alors après, tu vas me dire comment je vérifie. Mais donc là, mais c'est un peu ça, tu vois. Dernière question. En ce moment, toi qui t'es retrouvé et on a vu ce parcours à la tête de cette entreprise, qui est une marque avec la renommée qu'on lui connaît et qui dépasse nos frontières en l'occurrence, c'est quoi tes enjeux du quotidien en ce moment pour la marque, celle que tu portes et que tu portes personnellement? On sent que t'es investi et impliqué aussi dans cette histoire. C'est quoi tes missions, tes grands trucs du moment? Tu sais, les employés regardent toujours les patrons en disant putain, ça c'est son truc du moment là. C'est quoi ton truc du moment? Ah mais en ce moment il arrête pas de nous parler de ça quoi. Ah ça c'est son truc là. Tu vois, il va te parler de ça. Il y a eu un séminaire ce week-end. Qu'est-ce que t'as tu vois, on sort d'un séminaire effectivement qui était un moment exceptionnel. Enfin, je précise pour les auditeurs et les auditrices qu'en off il y a eu un petit check de voix au début parce que le séminaire a dû être peut-être un peu festif. Très festif. On a pris du grain et on a pris des graves dans la voix de Damien. On aime beaucoup faire la fête chez The Fork et célébrer aussi des succès. Et on a célébré une année 2024 qui a été une très belle année chez The Fork. Et du coup, c'est important un moment de juste se poser et profiter. S'arrêter. Et se dire c'est cool. En fait, je crois que si un message clé, c'était, tu vois, on a mis en avant les talents de la boîte. On a fait un truc, c'était génial. En fait, on a demandé à des Forkies, on les appelle, enfin voilà, c'est nous tous, j'en fais partie, de nous révéler leurs talents. Et on l'a fait, mais de façon ultra pro. Je veux te dire, il y a eu un moment où on s'est tous retrouvés dans une même salle. Et là, on a fait un show. Donc on s'est mis à poil aussi un peu, l'équipe de direction. On leur a fait un show. Moi, je dansais devant tout le monde et tout. Donc ça, c'était cool. Et après, on a demandé à des Forkies de révéler leurs talents. Et on a eu des trucs. Chanteurs d'opéra, mais des chanteurs, un magicien qui nous a fait un tour de magie de ouf, un drag dans mes équipes qui a révélé ton personnage de drag génial chez The Fork, et maintenant qui ont fait un business et il nous a fait un show, mais waouh, incroyable. Il fait la force de The Fork, je crois que c'est ses talents quoi. Enfin c'est que on a des gens mais qui sont exceptionnels. Quand tu vois ça, mais il y a plein de gens qui sont venus voir qui m'ont dit mais jamais je pensais que cette personne serait capable de chanter devant des 800 en face et qu'elle avait un talent aussi incroyable quoi. Je crois que quand tu me demandes c'est quoi ton truc du moment, c'est ce que j'appelle l'engagement des équipes, le talent des équipes, c'est comment on arrive à faire en sorte que ce collectif il continue de grandir ensemble. Grandir ensemble en se souciant de nos clients et en apportant à nos restaurateurs ce dont ils ont besoin. Mon obsession, c'est de faire en sorte que on leur montre réellement comment nos outils fonctionnent. Et c'est ces outils-là digitaux, et c'est notre outil qui s'appelle The Fork Manager. Il faut qu'on leur montre, quoi. Il faut qu'on leur montre la vraie valeur. Et ça commence par comprendre le problème des restaurateurs et montrer la valeur de l'outil. C'est ça un peu mon obsession, mais ça passe déjà par ce que nos équipes aient la bonne approche et qu'on ait les bons talents pour avoir cette approche. Et t'appuies, on recoupe sur les forces, les points positifs, les talents de en fait, c'est chacun, peut-être ça notre trait d'union. C'est la force, trouver la force. May the force be with you. May the fork be with you. J'aime bien celui-là. On a déjà fait celui-là, tu vois. J'arrive après la bataille. Donner du sens, aider les restaurateurs à créer des moments qui rassemblent, des moments où l'on vit ensemble, tout simplement. Il y a pire comme mission. Et il y a ce mot qui glisse presque en passant, le sens.
Pas comme une théorie, pas comme un grand principe, mais comme quelque chose qu'on reconnaît. Et quand il raconte sa route, les détours, les essais, les métiers qui sur le papier n'avaient rien à voir les uns avec les autres, on comprend qu'au fond pour Damien, il n'y avait ni hasard et encore moins d'errance, car tout, finalement, fait sens. Il a trouvé un endroit de synthèse où la technologie n'efface pas l'humain, le commerce sert la rencontre et pas l'inverse. Et quand il parle de The Fork, on repense plus qu'à son CV au vécu originel finalement, aux racines, à la table familiale, au repas partagé, à la convivialité du Sud-Ouest. Ce fil qui traverse tout et qui se résume finalement par l'idée de se retrouver. Merci Damien pour cette parole droite, vivante, dynamique. Merci d'avoir raconté ainsi ce parcours au chapitre parfois surprenant et d'avoir aussi raconté The Fork de l'intérieur. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, d'avoir écouté cet épisode de Chef d'entreprise, ce format dédié à l'entrepreneuriat dans la restauration. Vous le retrouvez chaque vendredi sur Chef, en plus des portraits de cuisiniers qui ont fait notre renommée. Merci d'ailleurs de votre fidélité, des scores d'audience que vous nous offrez. Chef se maintient désormais comme le premier podcast indépendant de France dans la catégorie food. C'est grâce à vous, alors merci, c'est ouf. Et à très vite, évidemment, pour un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une nouvelle dose d'inspiration. Salut!